On n'est pas juste humain, on est des holobiontes, on est un mix micro-organismes et d'humains. Je suis convaincue qu'on ne peut pas imaginer à quel point ce microbiome intestinal influence notre santé, peut-être même nos comportements et nos prises de décision. On fait face à une pandémie d'obésité. En 2030, 51% de la population souffrira d'obésité si on continue comme ça. 51%? Ouais. Oh, la vache. C'est pas juste un manque de contrôle de soi ou un manque de volonté. Ouais. C'est vraiment une pathologie très sérieuse, complexe. J'ai passé 4 années de ma vie à faire de la recherche. C'était le domaine de mon doctorat. Donc... Tu recommandes 30 sources de plantes différentes, c'est bien ça? Ouais. Ça fait beaucoup là, non? 30. Aussi, je suis enceinte, donc je sais que certaines personnes sont un peu étonnées quand ils me voient entrer dans une salle un peu de type CrossFit. Ouais. Du genre, mais elle est folle. Alors qu'en fait, pas du tout. Alors qu'en fait, pas du tout. Elle est juste neuroscientifique, c'est tout. Et mon accouchement. Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est peut-être l'un des plus passionnants que j'ai pu vous présenter sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis avec Émilie qui est neuroscientifique et on va avoir un débat passionnant sur plein d'éléments pour optimiser votre santé. On va commencer par débunker pas mal de choses qu'on peut voir sur des grands youtubeurs, sur essayer telle routine, essayer telle technique, est-ce que scientifiquement il y a vraiment des intérêts, et vous aurez ainsi tout un chapitre sur votre alimentation pour prendre soin de votre microbiote. Si vous savez pas ce que c'est, vous verrez que c'est peut-être l'élément le plus important pour une bonne santé sur le long terme. Un épisode ultra complet, vous allez apprendre énormément de choses grâce à Émilie. Évidemment, pensez à liker, si vous avez des questions, vous nous le mettez dans les commentaires. Et si vous n'étiez pas encore abonné à cette chaîne, bienvenue, je suis M. Kiné et ostéopathe du sport. Abonnez-vous parce qu'il y a encore de nombreux épisodes de qualité qui vont arriver. Je vous en dis pas plus, installez-vous confortablement, c'est parti pour l'épisode. Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je suis avec Émilie, The Brain Gut Scientist, est-ce que j'ai bien prononcé? Ouais. Où on va vous parler de plein d'éléments extrêmement pertinents pour votre santé. On va vous donner des outils, des tips pour prendre soin de votre santé, de votre ventre, de votre cerveau, avec des conseils que vous n'imaginez peut-être pas. Bonjour Émilie. Coucou. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ouais, nickel, merci beaucoup. Merci d'être présente malgré quelques difficultés à se fixer notre rendez-vous. Je suis très content de t'avoir ici aujourd'hui. On va dire que tu es un peu en promo pour la sortie de ton livre, ouais. Donc c'est ce dont on va parler. Pour commencer, on va parler directement de ton livre. Comment tu le résumerais? Mon livre, c'est Ouais. C'est mon petit bébé. Ouais. C'est un protocole de mode de vie en une journée. Ouais. Ça reste un livre qui est scientifique, Ouais. basé sur les dernières recherches. Pour l'écrire, j'ai utilisé plus de 500 références bibliographiques, donc j'ai lu énormément de papiers. C'est un livre vraiment sérieux, je raconte pas des petits conseils bidons, mais j'ai voulu qu'il soit extrêmement pratique. Et donc on a beaucoup réfléchi, et en fait on s'est dit que c'était trop chouette de l'organiser comme une journée, où on prend les gens par la main. Donc vraiment, tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais, premier repas, qu'est-ce que tu manges, etc. Donc c'est un protocole très pratique de mode de vie qui parle tant d'alimentation que de gestion du stress, du sommeil. Trop cool. Et d'ailleurs, si ça te va, à la fin de cet épisode, ce que je te proposerais, c'est justement de nous raconter un peu une journée type avec des petits tips tout le long de la journée, le matin, le midi, le soir, le repas, le sport, l'alimentation, l'hydratation, plein de petites infos. Parfait. Mais tu nous parles de plus de 500 références biblio. Est-ce que tu peux peut-être nous préciser ton cursus ? Parce que les gens ne savent pas pourquoi est-ce que tu es autant scientifique. Je suis une grosse nerd. Donc, j'ai étudié pendant 13 ans, je crois, à peu près. Je viens de finir mes études, en fait, alors que j'ai 32 ans. Je suis neuroscientifique de formation. J'ai 2 masters. Un en neurosciences plutôt cognitives, un en neurosciences fondamentales. Donc, vraiment, j'ai étudié le cerveau pendant des années. Et je m'intéresse beaucoup à l'impact du mode de vie sur notre santé, y compris celle du cerveau. Donc, j'ai décidé de faire un doctorat sur le microbiome intestinal parce que c'était la meilleure manière pour moi pendant 4 ans d'étudier quelque chose qui n'est ni nous, ni vraiment notre environnement, et donc d'étudier l'intégration de tous ces facteurs. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, c'est assez clair. Ouais. Et de toute façon, il y a toute une partie de cet épisode où on va beaucoup parler du microbiome parce que moi, c'est un truc qui me passionne. Mais juste avant ça, est-ce que dans ton œil de neuroscientifique, tu trouves pas que les neurosciences, c'est devenu un terme un peu à la mode? Moi, j'ai vraiment l'impression, sur YouTube, sur les podcasts, que tout devient neuroscience. Tout est expliqué par la neuroscience. Toi, de ton œil d'une vraie neuroscientifique, est-ce que tu as aussi cette vision-là ou c'est peut-être moi qui suis biaisé? C'est vrai que c'est un sujet qui est très à la mode, le microbiome intestinal aussi, la nutrition aussi. Donc, mes 3, vraies spécialisations, le domaine de la nutrition, du microbiome et des neurosciences sont très à la mode.
Et ce que j'observe, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas du tout expertes de santé ou de ces sujets, qui prennent la parole et qui, du coup, décrédibilisent l'importance de notre domaine, particulièrement, je trouve, au niveau des neurosciences, où tu as des gens qui disent qu'ils sont coachs en neurosciences et qui racontent des choses vraiment inintéressantes, voire fausses. Toi, tu dois halluciner des fois. Et donc, concrètement, les neurosciences, c'est quoi? Parce que science, ok, tout le monde a compris. Neuro, moi, d'un point de vue pro de santé, bah, moi, je pense plus système nerveux. Quand on parle de neurosciences, on parle de quoi concrètement? Oui, c'est ça, c'est les sciences du cerveau, du système nerveux central et ou périphérique. Ouais. Et il y a 2 gros types de masters en neurosciences qu'on peut retrouver. C'est à la fois des neurosciences cognitives, qui vont être plutôt comme... je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de neuropsychologie. On étudie, je simplifie très fort, le cerveau, plutôt en termes de localisation. Par exemple, quand tu as la maladie d'Alzheimer, telle partie va avoir tel dysfonctionnement. Dans un IRM, comment est-ce qu'on peut observer ces petits trous qui sont dans le cerveau, cette dégénérescence, quels sont les symptômes. Donc, ça, c'est les neurosciences cognitives pour faire très simple. Et puis, tu as les neurosciences plutôt fondamentales où c'est vraiment étudier qu'est-ce qui fait qu'un neurone peut envoyer un signal à un autre, quelles sont les petites portes qui permettent de faire entrer ou sortir des neurotransmetteurs. Comment les nutriments qu'on mange. Donc, est-ce qu'il y en aurait un qui serait peut-être plus micro et l'autre macroscopique, entre guillemets? Un peu plus. En tout cas, mon premier master en neurosciences était en neurosciences cognitives et puis en neurosciences fondamentales. Et c'est clair que ça m'a permis d'étudier le cerveau vraiment d'un aspect plus macro. Et les stages que j'ai réalisés dans ce cadre-là, c'était sur le sommeil, mais aussi j'ai eu une pratique de stagiaire avec des patients qui souffraient de maladies neurodégénératives. Donc tu vois vraiment les symptômes, comment le cerveau fonctionne. C'est un peu un cluedo pour essayer de comprendre quelle partie du cerveau nous joue des tours. Et puis les neurosciences fondamentales, ça c'est vraiment... truc de nerd, plus appliqué à l'échelle beaucoup plus petite, on va dire. Et souvent on fait moins ce type d'études sur un cerveau humain vivant, plus sur des modèles cellulaires ou des animaux. C'est plus complexe d'étudier un cerveau en pleine action. Oui, parce que c'est compliqué d'analyser. J'imagine qu'il y a beaucoup d'interactions. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, quand je l'ai appris, on me dit, telle partie, c'est une partie qui est plutôt dédiée au visuel, telle partie, elle va plutôt être dédiée aux sensitives, telle partie, c'est plutôt de la mémoire, mais qu'en fait, c'est peut-être beaucoup plus intriqué et moins précis que ce qu'on imagine, ce serait ça? L'une des causes? Intriqué et moins précis que ce qu'on imagine. Quand on étudie le cerveau comme ça? Ouais. Je suis pas sûre d'exactement comprendre la question. Ce qui fait que on a encore beaucoup de mal aujourd'hui à comprendre le fonctionnement. Est-ce que c'est pas parce que la manière dont sûrement les gens l'imaginent et dont on peut l'apprendre en très superficiel, c'est que c'est très l'arrière du cerveau c'est le visuel, l'avant c'est le goût, etc. Mais qu'en fait c'est beaucoup plus à nuancer. Oui, tu as raison. Ok. Et par rapport à ce que tu me disais, où des fois tu vois vraiment des choses sous couvert de neurosciences que tu trouves soit fausses, soit etc. Est-ce qu'il y a des grands idées reçues, des grands préjugés ou des grandes choses où tu te dis franchement, à chaque fois, on pense que la neuroscience explique ça, mais en fait, aujourd'hui, on n'est pas capable de le prouver ou autre chose? J'adorerais pouvoir te donner des exemples, parce que souvent, quand je vois des vidéos comme ça, je pense à ça, exactement. Je suis très... je me dis, mais qu'est-ce que c'est con. Mais j'ai pas d'exemple. Parce que souvent, je scrolle et je me dis, ça m'exaspère. Mais de manière générale, c'est plutôt cette over-simplification, le fait que les gens simplifient tellement qu'en fait, je trouve que... Mais dans tous les domaines de la recherche médicale ou en sciences, quand on simplifie trop, je trouve que ça décrédibilise parfois l'expérience de quelqu'un. Par exemple, on va te dire, toi, tu te ressens comme ça parce que telle explication de ton cerveau. Et moi, je te propose 3 clés pour faire en sorte que tu te concentres mieux ou tu sois plus heureux. Je trouve que c'est juste des choses qui sont extrêmement tristes parce que si c'était si simple, tout le monde le saurait. Des personnes n'étudieraient pas 13 ans comme moi. Et voilà, il faut rester prudent, quoi. En fait, si quelque chose sonne magique, souvent c'est ça. Mais pourtant, dans ton livre, j'imagine que tu essaies aussi de donner des conseils aux gens. Parce que, en tant que n'importe quel, je pense, scientifique ou pro de santé sur les réseaux, notre but, c'est d'essayer de penser ce qu'on pense être la bonne parole pour aider les gens dans leur mode de vie, etc. Comment toi, dans ce cas-là, tu arrives, parce que tu viens d'expliquer, c'est jamais tout blanc ou tout noir, à donner les
des conseils généraux que les gens vont pouvoir appliquer, alors que tu as l'air de me dire que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, les conseils généraux que j'ai donnés dans le livre sont des conseils généraux qui sont... pour certains, on ne les a jamais vus, je crois, ou on n'en parle pas beaucoup. Ouais. C'est plutôt ça. Hein. Okay. Mais c'est des conseils... je choisis mes conseils quand il y a eu suffisamment d'études, qu'elles ont été répliquées, qu'il y a des études et d'intervention et des études d'observation, et que ce sont des recommandations qui font partie aussi de recommandations internationales ou de gros groupes de chercheurs, qu'il y a eu des consortiums qui se sont vraiment concentrés. Par exemple, je sais pas, quelqu'un a commenté récemment sous un de mes posts, j'ai envie de lire ton livre, mais je suis persuadée qu'il faut être vegan. Et donc, j'ai un peu peur de lire ton livre. Pour répondre à ce type de questions, je ne vais pas donner mon avis. Je vais vraiment me dire, OK, on va regarder ce que la littérature scientifique propose et répondre quelque chose de nuancé et de basé sur de l'avis de centaines de chercheurs et pas mon avis. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi mes conseils pour qu'ils soient... J'ai pas envie que mes conseils soient des espèces de petits conseils magiques qui vont pas avoir d'impact dans la vie des gens. Ouais. 3 conseils pour aller mieux et qui en fait y a tu parles de mes vidéos 4 exercices pour ton mal de dos, c'est ça? Non, mais je pense que les vidéos que tu fais, et j'en ai regardé pas mal, elles sont trop bien. Merci. Et il faut pouvoir donner ce type de conseils-là. Ouais. Et j'en donne aussi dans le livre, mais c'est comme ça que j'ai choisi. Ouais, voilà. Ok. Parce que tu me dis si je me trompe, mais une nuance que les gens doivent comprendre, c'est que quand vous discutez avec des gens qui n'ont pas fait 13 ans d'études, il y a plusieurs biais qui vont arriver en fait et qui vont expliquer que des fois ce qu'ils vous disent c'est faux. Par exemple, ils vont vous préconiser ce qui a marché chez eux. Ça, je le vois beaucoup sur les réseaux. Dès que je dis un conseil sur la sciatique, ah mais moi j'ai fait ça pour ma sciatique, donc voilà ce qui marche pour une sciatique. Comme tu l'as expliqué, tout le monde est différent. Et ensuite, il y a des gens qui réfléchissent, voilà en théorie comment ça fonctionne. Je dis n'importe quoi. Telle molécule A fait tel aliment te permet de sécréter telle molécule. On sait que telle molécule a tel effet, donc prends-le et ça va marcher. Mais en général, il y a sûrement beaucoup plus d'interactions qui fait que c'est pas aussi simple. Oui, oui. Ça, c'est des genres de choses qui peuvent... j'imagine, toi, peut-être t'hérisser un peu les poils sur les réseaux. Oui. Je vais te donner un exemple. Je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant, mais il y a eu un moment, ou peut-être encore maintenant, une espèce de mode de manger énormément de viande pour certains aspects de la santé, ou de prendre énormément de compléments alimentaires à base de protéines pour certains aspects de la santé, en partant du principe que si tu as plus d'acides aminés, c'est d'office mieux, puisque c'est les petites briques de construction de notre corps. Or, il y a certains acides aminés qui, en excès, sont transformés par le microbiome intestinal en molécules qui réellement augmentent le risque cardiovasculaire. Et donc, il faut toujours être mesuré et se dire que, voilà... C'est pas parce qu'une molécule permet de faire ceci que il peut y avoir. Voilà. Forcément, non. Et une fois encore, c'est comme dire à quelqu'un, tu veux être plus musclé, mange des protéines. Parce que donc pour ceux qui savent pas, les acides aminés sont des composants de la protéine. Oui, mais si tu ne fais pas de sport à côté, tu ne deviendras pas plus musclé. Donc en effet, il y a un vrai lien dans les études entre consommation de protéines et développement musculaire, mais il y a d'autres facteurs aussi confondants qui vont être la pratique sportive, la manière dont la pratique est mise en place, la récupération. Si tu dors 2 heures, tu auras beau bien t'entraîner, bien manger, tu prendras pas de la base musculaire. Et donc des fois, on ne voit qu'un élément, comme tu le dis, protéines égale muscle, donc prenons des protéines, mais en fait, si on voit pas l'intégralité du spectre, on peut complètement taper à côté. Oui. Ce que je propose dans ce cas-là, c'est que je vais te parler de quelques éléments que moi je peux voir sur les réseaux, qu'on peut entendre justement, qui permettent de booster un peu la santé. Et peut-être toi, avec ton recul de scientifique, me dire ça c'est bullshit, ça on sait pas, ça c'est prouvé, etc. Okay. Moi, par exemple, un truc que j'ai beaucoup vu, je me suis toujours un peu tâté à essayer de le mettre en pratique parce que j'avais vraiment l'impression que c'était un truc de youtubeur, c'était la luminothérapie. Tu vois, donc je les vois des fois, les stories Instagram, où ils sont dans des trucs un peu rouges, lumière, etc. Alors, il me semblait qu'en effet, c'était intéressant de s'exposer à la lumière du soleil le matin, etc. Mais je me demande, est-ce que ces trucs-là, c'est vraiment efficace? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Limite, j'aurais dû te sortir des petits cartes genre bullshit ou efficace. Mais là-dessus, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, il faut vraiment que tu me sortes des trucs bullshit, du coup. Ça, c'est pas du bullshit. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire... donc la luminothérapie, d'ailleurs dont je parle dans le livre, c'est pas la luminothérapie avec des lumières infrarouges ou des LED. On peut peut-être faire les deux dans ce cas-là, je parle de la luminothérapie avec une lampe
de spectre comme ça, plutôt blanc, D'accord. qui émet plus de 10 000 lux d'intensité. C'est Ok. une mesure d'intensité Mhm. lumineuse, donc qui est très très intense. Si tu en avais une, d'ailleurs ici tu vois tes lampes sont très lumineuses. C'est vraiment que pour toi qu'on les a mis pour que C'est tu, très très fort. tu fasses ta luminothérapie. Donc ça, c'est bien. Non mais c'est des lampes qui seraient encore plus fortes que ça. Ah ouais, d'accord, ok. Et parfois j'oublie qu'elles sont allumées chez moi. J'en ai une chez moi en hiver quand j'utilise. Et je rentre dans une pièce et j'ai l'impression que le soleil rentre chez moi. Ça, c'est vraiment... c'est très, très intense et tu ne la regardes pas normalement dans les yeux. C'est très désagréable. Ok. Donc, tu travailles juste avec la lampe qui est proche de ton visage, de ta rétine. Et je peux comprendre qu'on se dise quel peut être l'impact sur le cerveau. En fait, il faut savoir que ton œil est directement connecté à ton cerveau grâce à un petit câblage. Nerf optique. Oui, le nerf optique, exactement. Je ne sais pas quel est le background de ta communauté. Oh, bon, au pire, ils apprennent, c'est pas Et grave. donc, ça envoie directement un signal au creux de ton cerveau, dans ce qu'on appelle la petite horloge biologique, le noyau suprachiasmatique, qui va permettre de réguler les rythmes veille-sommeil. Donc, s'exposer à la lumière envoie un signal de manière directe au cerveau qui lui dit, pour faire simple, réveille-toi ou endors-toi. Donc, quand on est en hiver et qu'on a un travail qui est sédentaire face à un écran, tu te réveilles, il fait toujours nuit, tu arrives au travail, il fait toujours nuit parfois, tu te mets à travailler à l'intérieur, tu as l'impression qu'il y a une certaine luminosité, mais la luminosité de nos intérieurs n'est pas du tout similaire à celle qu'on retrouve dehors. Parce qu'elle n'est pas assez intense. Elle n'est pas du tout assez intense. Ok. D'où le côté, comme je te dis, il faut vraiment 10 000 lux, t'as dit, si pas 10 000 possible. Ouais. Et même Voilà. si pour les gens ça vous parle pas, il faut que ce soit un peu comme un soleil, un truc que t'aies pas envie de regarder en Puis face. c'est quoi. un appareil en fait qu'on achète vraiment pour ça. soigner la dépression hivernale, le trouble affectif saisonnier qui touche une certaine quantité de la population. Donc en hiver, tu n'es pas exposé à la lumière souvent. Quand on a ce type de travail, à part si tu es maraîcher, que tu travailles en extérieur, on n'est pas exposé à la lumière, notamment tôt le matin. Et puis quand tu reviens chez toi le soir, tu es aussi peu exposé à la lumière, mais c'est surtout la lumière intense le matin. Et donc beaucoup de personnes souffrent de troubles du comportement en hiver. On peut appeler ça le blues hivernal dans la forme légère. Donc, tu as plus faim, beaucoup moins de libido, tu es fatigué, tu as énormément de mal à te réveiller le matin, tu es plus irritable, tu as des compulsions alimentaires pour des aliments plus sucrés et plus gras. Des cookies. Des cookies, exactement. Moi, je sais qu'en hiver, je mange un petit goûter parce que j'ai vraiment faim. Et il faut que je prévienne mes compulsions alimentaires avec un goûter qui est sain plutôt que d'attendre d'arriver chez moi et de défoncer un paquet de chips parce que vraiment, j'en peux plus. Et donc, chez certaines personnes, ce trouble devient encore plus sérieux et donc c'est une réelle dépression. Et on peut agir, puisqu'elle va revenir chaque année, il faut agir et pas se laisser toute sa vie souffrir de dépression. C'est pas un trait de caractère et on n'a pas besoin d'hiberner. Donc on peut se soigner. Et cette lampe permet de resynchroniser les rythmes veille-sommeil et de réduire certains signes du blues hivernal. Donc il y a pas mal d'études cliniques qui montrent que ça permet notamment d'améliorer le pattern de synthèse de la mélatonine, une petite hormone impliquée dans le sommeil. Donc, pour les personnes qui ont trop du mal à se réveiller en hiver, ça peut aider à mieux se réveiller, avoir un sentiment d'énergie amélioré. Mais aussi par rapport aux compulsions alimentaires et l'humeur, il faut savoir que l'exposition à la lumière favorise la synthèse de sérotonine, un neurotransmetteur qui est impliqué dans l'humeur, la gestion, le contrôle de l'appétit, mais aussi l'endormissement et la qualité du sommeil. Donc, je trouve que c'est un excellent outil, mais il faut que ce soit un outil qui a un certain certificat médical, certifié. Il faut qu'il émette au moins... normes type... qu'il émette au moins 10 000 lux, qui filtre la lumière bleue, parce qu'il y a certains appareils qui sont de mauvaise qualité. Surtout, les UV, je voulais dire, pas la lumière bleue. Et alors, l'utiliser vraiment... lire la notice. C'est-à-dire qu'on ne la regarde pas. C'est pas parce que tu souffres de dépression en hiver que tu regardes comme ça à 10 cm. Tu risques d'avoir... Parce qu'après, tu vois plus rien. Tu vois plus rien, mais tu risques d'avoir des migraines ophtalmiques. Ce qui est extrêmement handicapant. Et alors, il y a peut-être juste quelques contre-indications pour la personne qui souffre de troubles psychiatriques comme un trouble bipolaire. Il faut en parler à son médecin. Ok, voilà. Intéressant. Mais donc ça... c'est différent de ce que moi j'imaginais. Et à quoi ça correspond en ce cas-là, les lumières rouges que je peux voir des fois chez des gens qui pratiquent? Est-ce que ça te parle déjà ou pas? Ça me parle. Ça, donc c'est encore autre chose. C'est pas de la luminothérapie?
pensais que ça rentrait dans C'est la un type luminothérapie. de luminothérapie, D'accord. oui, mais c'est pas un type de luminothérapie Efficace. C'est pas un type de luminothérapie que j'ai étudié dans le cadre de mes études en neurosciences, Ok. qui aurait un effet clinique sur l'humeur. Ok. Donc, dans mes études de neurosciences, en neuropsychiatrie, par exemple, j'ai passé quelques mois en neuropsychiatrie en tant que stagiaire et pas en tant que patient. Ouais. Et on avait installé dans les pièces où les patients, les pièces de vie où les patients lisaient des lampes de luminothérapie et on avait réellement observé un effet sur leur comportement. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ça et que j'ai vu qu'il y avait des études à ce propos. Les lumières rouges, LED, etc. Alors, la raison pour laquelle je me suis intéressée, c'est que j'ai vu que beaucoup de copines me demandaient si elles devaient acheter un masque LED. Ouais. Et j'ai C'est vrai reçu... que je vois beaucoup, t'as raison, je vois beaucoup de masques LED en ce moment. Ouais. J'ai reçu un masque LED d'une marque. En plus, un masque LED, vraiment, je pense que c'est le meilleur masque LED en termes de qualité vendu en France. Ouais. Et mes copines disaient... on ne peut pas l'utiliser en fait quand on est enceinte. Donc là, il est en leasing chez des copines. Donc elles m'ont demandé de faire un peu de la biblio. Et ça a l'air d'être intéressant. Notamment, j'ai vu que dans certains cas, pour réparer les cicatrices dues à de l'acné, ça pouvait être intéressant. Cependant, c'est vraiment pas mon domaine. Donc, je préfère pas dire que c'est du bullshit ou pas du bullshit. Je pense que c'est intéressant, qu'il y a des études prometteuses et que ce type d'appareil peut avoir un effet sur la peau. Ok. Il peut y avoir un effet aussi sur l'humeur. Donc, si chez toi, tu tamises toutes les lumières le soir, que tu as une routine avec un petit masque LED où tu médites en même temps tous les soirs, certainement qu'il y a un effet. Il y a aussi toute la routine qui est associée. C'est ça, c'est à quel point c'est le masque LED qui est efficace ou alors c'est la routine, la méditation. On sait que ça, c'est des éléments qui favorisent l'endormissement, qui permettent sûrement un sommeil de meilleure qualité aussi. La lumière rouge, plutôt que des lumières bleues intenses. Donc... si quelqu'un a l'opportunité de s'acheter ce type de masque, pourquoi pas, et qu'il essaye de le combiner avec une pratique de méditation, de respiration. En se créant une routine le soir, et c'est pas je me fais une demi-heure de Netflix ultra violente avec mon masque, et après j'éteins tout et je vais me coucher. Ouais, surtout, il vaut mieux fermer les yeux avec le masque plutôt que d'avoir juste le masque et les yeux qui regardent que ça Netflix. Je pense que... On vient d'avoir la miniature de la vidéo YouTube. Voilà. Ok, je vois bien. Un autre élément que je vois beaucoup, et là pareil, j'aimerais avoir ton œil scientifique sur les effets que ça peut avoir, c'est les bains froids, les douches froides. Il y a une grosse mode de youtubeurs, 30 jours, douche gelée tous les matins, etc. Les quelques vidéos que j'ai vues, chacun dit que vraiment ils sentent que ça leur fait du bien. Ouais. Mais est-ce que ça te fait du bien parce que juste tu t'es mis une bonne grosse claque le matin et que ça t'a réveillé? C'est quoi qu'est-ce qui se cache derrière sur cet effet positif? Est-ce que toi tu as une idée sur ça? Alors justement, j'en parle dans le livre et c'est peut-être le seul point du livre où j'ai vraiment expliqué que c'était quelque chose qui m'intéresse, qui est prometteur, mais c'est encore très novateur. L'étude de l'exposition au froid. Et j'ai expliqué plusieurs points pour lesquels je pense que ça peut être intéressant. Donc, à la fois, quand tu t'exposes comme ça très brièvement à un froid intense, tu stimules le système nerveux fight or flight, du stress, le système nerveux sympathique. Ouais. Et tu as toute une série de réponses. Par exemple, tu vas booster la synthèse d'adrénaline et de noradrénaline qui peut améliorer le sentiment d'éveil. Tu vas avoir une réponse aussi sur le système immunitaire, donc il pourrait avoir un effet intéressant. Il y a quelques études, mais encore très préliminaires, sur des petits groupes qui montrent que ça pourrait être intéressant pour améliorer certaines pathologies inflammatoires chroniques. Donc ça, je trouvais que c'était chouette. Personnellement, j'adore prendre une douche froide le matin. Vraiment, je sens un vrai coup de fouet. Et aussi, ce que je trouve intéressant, c'est les études où ils combinent l'exposition au froid à des exercices de respiration et de méditation, comme pour le masque LED. Donc là, ce matin, je me suis réveillée, j'avais un peu la tête dans le cul. Je me suis dit, on va prendre cette douche froide, je commence par le bas et tout. À la fin, au début, à un moment où j'ai crié, c'est rare, j'étais genre, putain, c'est chiant. Et puis, tu te sens de bonne humeur, réveillée. Donc je trouve que ça fait du bien. Je pense aussi que c'est intéressant pour un autre point, c'est que tu vas favoriser la thermogenèse. Ouais. Donc si tu t'exposes au froid, tu vas demander à ton corps de créer de la chaleur. Et donc ça va avoir un effet qui promeut l'éveil. Et je pense que dans un monde où on se réveille, on scrolle, on est dans le métro, on scrolle, on bouge jamais, on fait pas de sport,
Tout ce genre de petites choses peut aider les personnes à avoir une routine qui leur permet d'aller mieux. Et donc, tu préconiserais plus le matin, dans ce cas-là ? La douche froide ? Ouais. Oui, surtout pas le soir. Parce que si tu le fais le soir, tu vas avoir un pic. Une augmentation de ta thermogenèse. Or, si tu élèves la température du corps, tu peux altérer la synthèse de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et d'ailleurs, le soir, on va faire l'inverse. Donc, tu peux te laver les mains et les pieds avec de l'eau chaude avant d'aller te coucher, ou prendre une douche chaude, voire un petit bain chaud. Et d'ailleurs, pour les insomniaques, on propose de dormir avec des chaussettes. Parce qu'en fait, quand tu réchauffes les extrémités qui sont assez innervées avec beaucoup de vaisseaux sanguins à fleur de peau, tu permets à la température centrale de diminuer grâce à de la vasodilatation. Ouais. Donc, c'est intéressant. Donc, vraiment pas le soir. Il y a un autre point pour lequel je trouve que c'est intéressant, d'ailleurs, tu es en t-shirt, c'est bien, c'est qu'on vit aussi dans un environnement qui est tout le temps chauffé, trop couvert, on n'est plus exposé à des changements de température. Et s'exposer un peu plus régulièrement à des températures, à des changements de température ou des températures plus froides peut être intéressant d'un point de vue métabolique. Ok, tu peux le développer ça un peu ou pas ? Donc, les recherches, elles sont principalement faites chez des souris. Ouais. Donc, sur mon corps, j'ai du tissu adipeux, du gras. Le gras n'est pas juste là pour une réserve d'énergie. Il remplit énormément de fonctions qui sont essentielles à la santé et bénéfiques. Ça, c'est ultra intéressant. Tu libères plein de petites molécules. Par exemple, si j'ai une certaine quantité de gras, il y a une molécule qui va vers le cerveau, la leptine, qui lui dit « arrête de manger, j'ai suffisamment de stock ». Mais il y a d'autres molécules qui sont intéressantes. Par exemple, pour les femmes, grâce à notre tissu adipeux, j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que c'est technique, on est plus fertile. D'accord. Ça permet de faire des trucs avec le d'un métabolisme point de vue hormonal des œstrogènes. C'est ça ? C'est ça. Juste Donc, petite parenthèse, tu me trompes, mais parce qu'une grande partie des hormones sont synthétisées grâce aux lipides, qui sont le gras pour faire très simple. Donc, quand on dit le cholestérol, c'est mauvais pour la santé, bon, le cholestérol, sans cholestérol, il n'y a pas de testostérone ou de cortisol. Ouais. Donc le gras n'est pas un ennemi parce que sans gras, vous pouvez plus faire vos hormones et globalement sans hormones, vous pouvez plus rien faire. Le cholestérol, toutes nos cellules sont entourées de gras. Le gras est essentiel pour la santé. Et s'il y a un seul gras qui est mauvais, c'est les acides gras trans. Bon, on en reparlera peut-être dans l'alimentation. Je suis parfois déconcentrée. Donc le gras, il est essentiel. Il remplit plein de fonctions. Il y a différents types de gras. Donc juste, j'aimerais dire aux femmes, si vous avez du gras autour des cuisses, des fesses et des hanches, ne lui faites surtout pas la guerre. Ça s'appelle la masse grasse gynoïde. C'est un signe de bonne santé. Et souvent, cette masse grasse qui nous donne une forme de poire, à nous les femmes, et que vous, les hommes, ne pouvez pas vraiment avoir, eh bien, elle n'est pas associée à un risque, par exemple, cardiovasculaire. C'est quand on a une forme de pomme, avec des bras fins et des jambes fines, qu'il y a une augmentation du risque cardiovasculaire. On parle de masse grasse viscérale, donc c'est du gras qui est autour des organes, parfois dans certains organes comme le foie. Et ça, c'est vraiment une masse grasse qu'il faut essayer de contrôler à tout prix. Et qui augmente malheureusement petit à petit au cours de la vie. Voilà, bref. Donc, le gras, il permet aussi de nous donner chaud. Et chez la souris, en tout cas, les études ont montré que tu peux avoir le tissu adipeux blanc et du tissu adipeux brun. Le tissu adipeux brun, c'est une sorte de gras qui a la capacité de générer beaucoup plus de chaleur plutôt que de l'énergie. Donc, dans tes petites cellules, tu as des mitochondries qui doivent normalement créer de l'ATP, de l'énergie. C'est la monnaie énergétique de nos cellules. Et elles pompent plein de petites choses qui vont créer une espèce de force, un peu comme une centrale, je sais pas, voilà. Centrale d'énergie. Voilà. Et puis, tu vas avoir un petit trou avec un barrage qui fait que, hop, ça permet de créer l'énergie. J'essaie de faire simple. T'inquiète, c'est très bien. Et en fait, dans le tissu adipeux brun, tu as tous ces trucs qui pompent. Tu peux avoir des petits trous qui vont faire qu'en fait, c'est contre-productif. Tu dois pomper encore plus pour pouvoir créer ton ATP. Et tu crées de la chaleur comme byproduct, comme un produit secondaire. Donc en fait, c'est des cellules qui consomment plus d'énergie pour créer moins d'énergie et qui créent de la chaleur. Désolé, c'était chiant. Non, c'était... Mais
Juste pour conclure sur ça, parce que la base de cette question-là, c'était l'un des autres effets de l'exposition au froid. Et en fait, quand chez les souris, quand tu les mets dans des cages où tu leur donnes froid, eh bien, on observe qu'elles augmentent beaucoup plus l'activité de ce tissu adipeux brun. Et normalement, ces petits trous, grâce à une protéine qui s'incruste. Et donc, elles dépensent plus d'énergie, elles prennent moins de poids. Alors, chez l'humain, c'est compliqué de faire ce genre d'études. On va pas mettre plein d'humains comme ça dans le froid et voir s'ils développent du tissu adipeux brun. On n'est pas sûr que les adultes aient autant de tissu adipeux brun, mais les bébés humains ont du tissu adipeux brun et qui leur permet de survivre. Donc, d'un point de vue métabolique, il semble que ce soit vraiment une pratique intéressante d'essayer de ne pas toujours se couvrir, pas toujours se chauffer. Et donc cette exposition au froid, si je résume un peu cette partie-là, l'avantage, c'est qu'elle va du coup venir stimuler notre tissu adipeux et le modifier de manière positive, en tout cas, sur notre consommation d'énergie. Ouais. Ce serait ça un petit peu la finalité. Oui, et d'un point de vue adaptatif sur la population, on observe que par exemple, les personnes qui vivent dans des pays plus froids, on exprime beaucoup plus cette petite protéine et donc on crée plus de chaleur. Et ce que j'ai appris, j'ai fait tout un stage de recherche sur les mitochondries, un projet de recherche sur les mitochondries, c'est que par exemple, les personnes, ça peut paraître bizarre ce que je veux dire, mais les personnes caucasiennes, eh bien, elles sont moins faites pour courir ou faire des sports d'endurance, alors qu'un Kényan, par exemple, on sait souvent que les Kenyans sont connus pour être des athlètes au marathon, etc. D'endurance. Ils sont bien plus performants parce qu'ils seraient capables, sans doute grâce à ce mécanisme et d'autres, de performer pendant longtemps en créant plus d'énergie et moins de chaleur. Alors que tu vas faire une hyperthermie, c'est plus fréquent. Ouais, mais ça, en effet, j'avais lu un livre, je me rappelle plus qu'on m'avait offert, c'était genre la génétique de la performance ou autre chose, et il venait analyser dans plusieurs sports différents à quel point la génétique avait un impact, mais qu'en fait quand on te dit oui c'est la génétique, de quoi on parle, et en effet des fois c'était le type de substrat qu'on va utiliser, des fois c'était plutôt des insertions tendineuses et musculaires qui étaient différentes, comme par rapport le muscle du mollet qui avait des tendons plus ou moins grands, qui fait que certains étaient plus aptes à faire des sauts là où d'autres étaient plus aptes à faire du sprint ou de l'endurance. Et en effet, quand on parle de c'est grâce à la génétique ou génétiquement ils sont avantagés, il y a aussi ces adaptations plus biologiques, si je puis dire, qui peuvent expliquer ça. Et qui peuvent être modifiées. C'est pour ça que quand tu immigres d'un pays à un autre, tu peux souffrir beaucoup plus de la chaleur ou du froid parce que tu n'es pas adapté, mais ça s'adapte. Moi, je serais forte à quoi comme type de sport ? Je t'ai pas assez analysé pour dire ça, mais je sais pas, t'as quoi comme origine ? Belge. Rien, belge. L'apéro n'est pas un sport encore maintenant. Non, c'est vrai que dans le bouquin, il parlait plus des populations africaines, par exemple, qui avaient certains avantages. Tu me prends l'exemple des Kenyans. Je sais qu'il parlait de Usain Bolt, tu vois, en termes de sprint, où on voyait des avantages. Certains basketteurs aussi. Mais il concluait pas par genre tel pays doit faire tel sport. Parce que la génétique n'est qu'un des piliers. Et après, il y a l'entraînement et il y a plein d'autres choses aussi qui peuvent impacter. Tu crois que tu pourrais analyser mon corps et dire, genre, toi, à mon avis, tu... Oui. Alors, il y a des trucs que, d'un point de vue kiné, ça, on peut facilement le faire en fonction de la taille des segments et des insertions musculaires et tendineuses. On peut dire t'es mieux sur ça que sur ça. Mais ça, c'est que le côté musculo-squelettique. Par contre, visuellement, je peux pas voir, par exemple, est-ce que tu es mieux pour faire d'un point de vue cardio-respiratoire tel ou tel type d'effort. Voilà, exactement. Donc, il y a certaines choses qu'on peut voir qui va dépendre de ta génétique, mais aussi de tes antécédents. Par exemple, quelqu'un qui a fait beaucoup de sport étant plus jeune, il peut développer ce qu'on appelle un Osgood-Schletter. Un Osgood-Schletter, c'est une petite excroissance tendineuse au niveau du genou. En gros, c'est ton tendon ton tendon du genou qui devient un peu osseux. Donc ça, c'est des gens qui, quand ils étaient plus jeunes, ont fait beaucoup de courses, etc. Donc moi, quand je vois ça chez un patient, je sais que forcément, il a un passé sportif et donc c'est quelqu'un qui va être bon pour courir. Tu vois, donc il y a des petits tips comme ça que tu peux voir sur la musculature du dos, la largeur de tes épaules. Si je vois que tu as des épaules qui sont plutôt larges, je sais que tu vas peut-être être plus à l'aise sur de la natation qu'une autre personne. Donc tu vois, il y a pas mal de petits tips qui peuvent nous donner des indications, mais derrière ça va dépendre aussi de beaucoup d'autres paramètres qui ça ne sont pas visibles à l'œil nu malheureusement. Ouais, j'adore. Par rapport à l'exposition au froid, il y avait deux éléments. Premièrement, là où je te rejoins, mais je veux bien savoir si tu as une explication.
là, c'est plus une expérience qu'une donnée scientifique, mais beaucoup de personnes qui l'ont fait, et d'ailleurs, tu as parlé d'exposition au froid et de la respiration qui a été beaucoup développée par Wim Hof, trouvaient qu'ils tombaient moins malades pendant l'hiver en ayant fait ça pendant quelques temps. Et en fait, moi, j'ai plus cette vision de me dire, en fait, c'est juste qu'en s'exposant au froid de manière régulière, comme tu le dis, parce qu'on est tout le temps surchauffé, on vient régulièrement stimuler notre système immunitaire. Et donc, le jour où on a besoin d'être présent, de se défendre face à un agent pathogène, le corps est mieux préparé que si on est en permanence, toujours à la bonne température, toujours dans un milieu aseptisé. Ça, c'est un truc que tu validerais ou pas plus que ça? Alors, et tu peux dire que je raconte n'importe quoi. Je peux pas donner un avis sérieux parce que j'ai regardé dans la littérature scientifique, les études, donc elles sont toutes petites, pas très bien faites. Et par rapport à cet aspect-là, c'était surtout des ressentis subjectifs. Donc, en effet, il y a une étude, mais je ne m'étais pas préparée à la reconnaître par cœur, qui a demandé à des sujets de faire un type d'exposition au froid. Je précise bien qu'à chaque fois, je parle d'exposition au froid et pas spécialement de douche froide. C'est intéressant. Il y a différents types de protocoles. Et les participants reportaient tomber moins malades et être moins... quand ils tombaient malades, avoir des symptômes moins importants. Mais ça, c'est tellement subjectif que... on peut pas. Donc en fait, ce serait peut-être plus une corrélation qu'une causalité. Ce serait peut-être. Ou même pas. C'est juste un ressenti, à voir si c'est réel, on ne sait pas. Et en fait, pour faire cette étude correctement, il faudrait vraiment avoir un plus gros groupe, faire une étude randomisée, mais en fait, aussi à l'aveugle, sauf que c'est difficile de faire prendre une douche froide à quelqu'un en lui disant qu'il n'a pas pris de douche froide. T'as pris une douche tiède. Ouais, je comprends. Donc, ça pourrait être intéressant. Il faudrait voir s'il y a des études chez les souris, par exemple, qui montrent si les souris tombent moins malades. Dans tous les cas, chez une souris qui est moins chauffée, donc en fait, il faut penser que si tu as un impact sur la santé métabolique, tu vas avoir un impact sur tous les aspects de la santé. Si tu améliores ta santé métabolique... Qu'est-ce que tu appelles santé métabolique? La santé métabolique... Comment tu le définis? C'est très... Pour faire simple, si je suis en bonne santé métabolique, j'ai une accumulation de masse grasse qui est normale. Une accumulation de masse grasse excessive nuit à la santé. Donc, par exemple, tu souffres d'obésité, c'est un type de trouble de la santé métabolique. Le diabète de type 2 est un trouble de la santé métabolique. C'est ce que... En gros, tout fonctionne bien. Tout fonctionne bien par rapport aux molécules qui rentrent dans notre corps pour créer de l'énergie et qui ressortent pour faire des déchets. J'aurais dû essayer de... Si tu veux, je te mettrai une petite définition ici, tu pourras ajouter... Allez, on vous cale une petite définition. Mais je pense que, en fait, ce qui est marrant, c'est que je pense voir ce que tu veux dire, mais pareil, j'aurais du mal. En gros, genre, tout fonctionne de la manière que c'est censé fonctionner. Oui, mais c'est par rapport c'est pas immunitaire, c'est vraiment le métabolisme. Et donc, c'est... en lien avec l'énergie, la consommation de l'alimentation, le stockage, la glycémie, tu vois. Et pour finir sur cette période du froid, là, je veux bien ton opinion. Donc, tu nous as expliqué en tout début de partie sur le froid qu'il y avait un effet sur le système nerveux, où en gros, on venait stimuler le système nerveux sympathique. Donc, moi, j'en parle souvent sur ma chaîne. C'est la fuite, la frise ou le combat, pardon. On sait que c'est positif. Deux questions. Est-ce que de faire une séance de sport à haute intensité qui stimule aussi ton système nerveux sympathique n'aurait pas exactement le même effet? Et deuxième question qui va avec, est-ce qu'une personne qui fait déjà qui stimule régulièrement déjà son système nerveux sympathique, parce qu'il fait beaucoup de sport à haute intensité et qu'en plus il est un peu stressé, etc., ne pourrait pas avoir un effet contre-productif à se remettre une couche de système sympathique pour sa santé, ce qui fait qu'en fait, son corps, il est déjà un peu tout le temps en hyperactivité sympathique et que lui, il aurait peut-être pas plutôt besoin d'une activité qui le mettrait de l'autre côté de la barrière, donc le parasympathique, qui est plus le repos, la digestion, la méditation. Double question. Alors, je dirais que donc, tu as dans le système nerveux autonome deux entités, comme ça, au cas où quelqu'un ne comprend pas. Donc, le système nerveux autonome qui fonctionne sans que j'ai besoin de me dire là maintenant, constricte tes pupilles, fais que ton cœur bat. Non, je me concentre sur ce qu'on se raconte. Merci. Et mon intestin fait certainement plein de choses. Et c'est... On ne veut pas savoir. Voilà. grâce au système nerveux autonome qui fonctionne en dehors de ma conscience sans que je puisse agir dessus vraiment.
Enfin, c'est en tout cas que je puisse... bref. Donc, tu as le système nerveux fight, flight, or freeze, tu vois, donc combat, fuite, qui on pourrait dire le mode stress. Et donc ça, c'est le sympathique. Et le parasympathique, c'est digestion, repos. On lui donne le slogan en anglais, feed and breed. Ah, je ne connaissais pas celui-là. Donc se nourrir et se reproduire. And rest and digest, donc se reposer. Et digérer. Donc, les deux sont essentiels à la vie. Il ne faut pas en avoir un comme négatif et un comme bon. Le système nerveux sympathique est essentiel. Donc, par exemple, dans l'activité sexuelle, tu dois avoir un peu de sympathique et un peu de parasympathique pour avoir de la libido, le drive, l'envie d'aller séduire quelqu'un. Et après, tu dois avoir, pendant l'activité sexuelle, suffisamment des deux pour permettre que ça se passe bien, que tu ressens du plaisir. Et pour l'orgasme, c'est de nouveau un des autres qui va reprendre le relais. Donc, les deux sont essentiels. Il faut juste qu'il y ait toujours un tonus qui soit variable. Et on a besoin des deux. Si tu avais un système nerveux sympathique qui ne serait pas assez activé, je serais juste une flemmarde comme ça, une loque, fatiguée, sans envie dans la vie, etc. Donc, on a envie vraiment des deux. Et ça, voilà, une mode en neurosciences que je trouve débile. Je viens d'y penser. Ça y est. Ça y est. C'est la suppression du cortisol. Tu vois, 3 techniques pour supprimer le cortisol ou comment le cortisol a ruiné ma vie. Alors, c'est une personne... ça ferait un bon titre de vidéo YouTube. How cortisol ruins my life. Si le cortisol... Si quelqu'un arrivait à supprimer sa libération de cortisol, honnêtement, toutes mes condoléances, parce que je pense qu'il est mort. Ou en tout cas, dans un état de santé vraiment gravissime. Le stress n'est pas... Il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Le stress nous permet d'être heureux, d'avoir de l'ambition, de faire plein de choses et d'avoir de l'énergie, de se lever d'une chaise, parce que ça permet de libérer du glucose dans le sang, par exemple, un petit pic de cortisol. Ça nous permet d'être plus performants. Bref. Donc, voir le stress aigu comme quelque chose de positif est essentiel. Faire une séance de HIIT, c'est aigu, c'est dans un certain temps, et puis ça s'arrête. C'est essentiel. Et on parle même d'effet d'hormèse, c'est-à-dire que tu mets ton corps face à un stress qui s'arrête, et donc tu augmentes la capacité de ton corps à se réparer après cette exposition au stress. Donc faire une séance de HIIT... on aime. Oui, mais ta communauté sait ce que c'est. High Intensity Interval Training. Oui, c'est ça. Par exemple, je fais des burpees pendant 40 secondes, puis je m'arrête pendant 20 secondes. Je me mets dans le rouge pour faire ça. Et voilà, et je fais ça pendant 5 minutes. C'est vraiment une idée très chouette. Manger des fruits et légumes permet aussi de faire ça, parce qu'il y a plein de petits polyphénols. Et s'exposer au froid permettrait aussi de faire ça. Donc, si quelqu'un est stressé de manière normale et a une présentation importante tout à l'heure, il va être stressé pendant 5 minutes et après, il a énormément de fierté parce que sa présentation s'est bien passée. Il peut aussi faire une douche froide, il peut aussi faire du HIIT et ce genre de choses. Il ne faut pas voir le stress aigu comme quelque chose de négatif, vraiment. Non, mais c'était pas ça ma question. Ma question, c'était... le stress aigu, on est tous OK. Ce qui est négatif, c'est le stress chronique. Et le stress chronique, pour faire très simple, c'est le N+1 qui te met la pression toute la journée pendant des semaines, des mois et des années. De stress chronique. Et ça, on sait que c'est négatif. Mais par contre, le stress aigu, même s'il est positif, on peut avoir un excès. Le sport est positif, mais si tu fais trop de sport, tu peux te blesser aussi. Alors limité dans le temps, dans une certaine mesure, oui. Et donc, ma question, c'est même quelqu'un qui souffre de burn-out, s'il prend une douche froide, c'est vraiment... Là, je réfléchis. C'est une opinion. Je suis en pleine situation de burn-out et je me dis, là, je vais me challenger et je vais aider mon corps à surpasser cette espèce d'inconfort grâce à la respiration, etc. Je ne suis pas sûre que ce soit négatif pour sa santé. Et d'essayer de faire la douche froide, respirer dedans, comme je fais le matin, j'écoute de la musique en même temps, ça me fait marrer. Même en période de stress intense, peut-être que de revoir le stress comme quelque chose que tu peux dompter, ça peut être un exercice qui est même intéressant. Donc, je ne dirais pas que ça pourrait être dangereux. Tu penses pas qu'on puisse faire un excès. J'en profite. Faire donc, une douche froide, tu peux pas avoir un arrêt cardiaque avec une douche froide. Non. Par contre, prendre un bain glacé, il faut toujours le faire en étant surveillé, accompagné. On ne saute pas dans un lac gelé sans surveillance. Ça peut être très dangereux.
Donc, Ok. C'était le petit disclaimer. Ça me va bien. Et d'ailleurs, vu qu'on parle un peu du HIIT et du côté sport à haute intensité, etc., dans ton livre, tu mets beaucoup en avant l'importance de la masse musculaire. Moi, en tant que kiné, j'adore quand je lis des phrases pareilles parce que je sais que d'avoir un volume musculaire important est associé à une meilleure espérance de vie, que d'un point de vue des blessures et des douleurs, on voit là un vrai lien entre volume musculaire et réduction de ces risques. Est-ce que toi, en tant que neuroscientifique, il y a d'autres avantages à garder un capital musculaire développé, à part ce que moi, en tant que kiné, je vois, qui est avoir des gros muscles? Oui. Ce qui est bon pour tout le monde, homme ou femme. Eh bien, donc, le muscle, la santé de ton muscle est un prédicteur majeur de la santé de ton cerveau. Et agir sur son muscle a un effet sur le cerveau. Juste pour te donner un exemple, si tes parents font face à un déclin cognitif et sont pas très actifs physiquement... Papa, écoute. Maman aussi, écoute. Je les vois pas lever de la fonte, mais j'aimerais bien. Ouais, pareil. Eh bien, les études montrent que quand tu as des personnes qui font déjà face à un déclin cognitif et qu'on les met dans un type d'entraînement sportif avec du renforcement musculaire, le renforcement musculaire, et particulièrement des muscles du bas du corps, permet de faire comme un retour en arrière du déclin cognitif. Donc, trop bien. Ils rajeunissent du cerveau, pour faire très simple. Et ça s'explique parce que quand tu fais de l'activité physique, tu favorises la synthèse de petites molécules, notamment le BDNF, comme le Brain Derived Neurotrophic Factor, qui est une petite molécule qui promeut la neuroplasticité. Quand tu fais de l'activité physique, tu augmentes le flux sanguin vers le cerveau, donc l'apport de nutriments, d'oxygène. Tu aussi libères plein de petites molécules qui améliorent l'humeur, la créativité, les performances cognitives. Donc, sur le long terme, c'est intéressant. Si tu fais de l'activité physique fréquemment et que tu améliores tes fonctions cognitives et tes performances, c'est un cercle vertueux. Et aussi, l'activité physique a un effet bénéfique sur la santé métabolique. Les gens ne font pas le lien, mais en fait, imagine, tu as un trouble cardiovasculaire, tu as l'athérosclérose, des petites plaques qui se forment dans tes vaisseaux sanguins parce que tu as un problème de cholestérol, le cholestérol par exemple, ou tu as un taux de sucre trop élevé dans le sang de manière chronique, tu souffres de diabète de type 2 ou de prédiabète. Je trouve que dans notre société, on ne parle pas assez de l'impact de ces maladies sur le cerveau. Or, ce sont des facteurs de risque majeurs de déclin cognitif et de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, elle est très fortement expliquée par trop de sucre dans le sang, une santé cardiovasculaire qui est problématique, par exemple. C'est donc, Alzheimer qu'on commence à appeler le diabète de type 3. Ouais. C'est ça, hein? Alzheimer, on appelle le diabète de type 3. C'est hyper intéressant, je trouve. C'est très intéressant parce que c'est très intéressant, mais c'est appelé comme ça à tort. Que... aïe, aïe, aïe. Carton rouge de la neuroscientifique. Oui, l'insulinorésistance est quelque chose d'intéressant dans la maladie d'Alzheimer, mais il y a plein d'autres petites éléments qui sont uniques à la maladie d'Alzheimer. Bien sûr. C'est pas un diabète de type 3. Mais c'est vraiment intéressant parce que donc on fait face à une pandémie d'obésité. Vraiment, en 2030, 51% de la population souffrira d'obésité si on continue comme ça. 51%? Ouais. Oh la vache. Si les prévisions continuent. Donc, prenez ce livre pour ralentir ce chiffre. Ouais. Et l'obésité, c'est une maladie grave dont énormément de personnes souffrent. C'est une maladie. C'est extrêmement complexe. C'est pas juste un manque de contrôle de soi ou un manque de volonté. C'est vraiment une pathologie très sérieuse, complexe. Et j'ai passé 4 années de ma vie à faire de la recherche. C'était le domaine de mon doctorat, donc microbiome intestinal, nutrition et obésité. Mais cette maladie, je précise cela parce que je pense que c'est important de ne pas stigmatiser les personnes qui en souffrent. On dirait pas un cancéreux, c'est de sa faute. Donc j'aime pas quand on dit c'est de la faute de il est obèse. Non, il souffre d'obésité, c'est une maladie. Mais le problème, c'est qu'on ne parle pas assez de l'impact de cette maladie sur la santé. Et donc, si tu souffres d'obésité, tu augmentes ton risque de diabète de type 2, de maladie cardiovasculaire, donc aussi de dépression, de troubles des performances intellectuelles, de cognitives. De douleurs chroniques, pour de domaine. Des maladies d'Alzheimer, d'énormément de types de cancers différents.
Et donc, par rapport à ça, sur la partie, je te ramène sur la partie renforcement musculaire parce que là, t'es parti à nouveau. Ouais, Beaucoup je suis trop. désolée. Mais t'inquiète En fait, pas, c'est ultra C'est intéressant. vraiment un truc de nerd, j'oublie les questions. Mais après, je continue. et en vrai, c'est pour ça que moi j'aime les podcasts. C'est qu'on Ouais. a du temps, on peut se permettre de digresser. Je m'excuse. Et les Je gens qui sont là, m'excuse. ils sont là pour ça. Mais donc tu nous expliques, c'est La que masse musculaire, oui. la masse musculaire. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, ce que tu nous expliques, c'est que masse musculaire, donc faire des exercices de musculation, va nous permettre de synthétiser des hormones qui vont avoir un effet sur le cerveau. Mhm. Donc déjà, de dire, il y a ceux qui font de la muscu et ceux qui lisent des livres, en fait, c'est un peu bête. Quelqu'un qui aurait un métier très intellectuel ou quelqu'un qui sera en grosse période de révision, bah Oui. sûrement que d'intégrer, je te dis pas de t'entraîner tous les jours 2 heures, mais un peu de renforcement musculaire pourrait sûrement permettre de pérenniser les connaissances ou de les rendre, de Évidemment. faciliter l'acquisition. Quand on disait aux étudiants en médecine, allez vous faire 1 heure de sport, il y a aussi un effet positif sur l'apprentissage. Oui, le sport, vraiment, est un type de nourriture essentiel pour le cerveau. Et en fait, il faut se dire, c'est difficile de prendre soin de sa santé. S'il y a un seul organe, vraiment, réfléchis à un seul organe sur lequel tu as un contrôle volontaire. Volontairement, tu peux agir. Le seul vraiment sur lequel tu peux agir volontairement, c'est ta masse musculaire. Ouais. Or, la masse musculaire est un des meilleurs prédicteurs de longévité. Donc, oui, il faut le faire. Que tu sois un étudiant, une personne âgée, en fait, et aussi peu importe l'âge. Donc, imagine-moi, genre, jamais fait d'activité physique, j'entends cette vidéo, et il faut vraiment être convaincu et se dire, il n'est pas trop tard. Et là, tu donnes plein de conseils pour ça, pour la masse musculaire, mais aussi pour toutes les femmes. Peut-être tu es plus suivi par des hommes, mais Ça dépend. Sur Insta, par des femmes. par des Et femmes. sur YouTube, par des hommes. Ouais. Mais dans ma communauté, je sais que il y a quelques jours, j'ai posté une story de poids que j'ai reçu, Ouais. des kettlebells à 20 kilos, et les filles, elles commentent genre C'est trop lourd. c'est trop lourd, etc. Tu vas te faire mal. Aussi, je suis enceinte, donc je sais que certaines personnes sont un peu étonnées quand ils me voient entrer dans une salle un peu de type CrossFit, Ouais. du genre, mais elle est folle. Alors qu'en fait, pas du tout. Alors qu'en fait, pas du tout. Elle est juste neuroscientifique, c'est tout. Et mon accouchement se passera T'es un peu peut-être folle, d'autant mieux. Ouais, totalement. Et en fait, les femmes perçoivent que si on fait de l'activité de type renforcement musculaire, on va devenir Hulk. En fait, jamais, pour développer un corps comme le tien, il faudrait que j'arrête de travailler, que je prenne des hormones et que j'en fasse une carrière. Parce que j'ai vraiment un physique impressionnant, c'est pour ça que tu dis ça, Non, mais- merci beaucoup. Enfin, Non, regarde, je suis d'accord. J'ai aucun muscle. Rares sont les femmes. Mes triceps, on les voit pas alors que j'y travaille, tu vois. Donc, J'ai déjà eu quelques patientes qui vraiment, elles font 3 exos et d'un coup, elles gonflent musculairement. Mais c'est vraiment une grande minorité. La majorité des femmes, en effet, surévaluent la facilité à prendre du muscle. Et franchement, en vrai, c'est galère. Ouais. C'est long, c'est l'alimentation, le mode de vie, l'entraînement, la régularité, ça met des années. Mais en effet, je pense que les gens sous-estiment ce qu'ils sont capables de faire. Et tu vois, pour l'anecdote, avec Greg, on donne cours à des kinés, où dans la formation, on leur apprend comment bien prescrire des exos aux patients, que mettre en place, etc. Donc très axé renforcement musculaire. Et on leur fait faire un test, c'est un 1RM deadlift. Donc en gros, il y a une barre au sol, on leur demande, vous devez soulever le plus lourd possible sur une répétition. Donc c'est quand même des kinés, donc quand même des pros de santé. Pas tout sportifs, mais quand même des pros de santé. Et on leur demande, si vous ne l'avez jamais fait, avant de tester, demandez-vous combien vous êtes capable de soulever, d'après vous. Et donc, chacun a sa tête, et ensuite, on les aide, on les accompagne pour aller chercher le maximum qu'ils sont capables de soulever. Ils sont tous, à part ceux qui pratiquent de la force, mais ceux qui ne l'ont jamais fait, à 10, 20, 30, 40 kilos en dessous de ce qu'ils sont capables de faire. Ah, donc ils peuvent soulever plus. Bien sûr. En fait, la plupart des gens qui ne font pas de port de charge sont capables de soulever beaucoup plus lourd que ce qu'ils imaginent. Ouais. Et si vous écoutez cette vidéo et que vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez vous dire que, par exemple, votre propre poids du corps, même si vous n'êtes pas entraîné, vous êtes capable de le soulever sur une barre. Et rien que ça, moi, quand je le vois avec des patients au cabinet, combien tu pèses, et encore plus avec les femmes, parce qu'il y a quand même cette culture, cette absence de culture de la force chez la femme, tu pèses 50 kilos, bah sache qu'une barre de 50 kilos, c'est sûr que tu es capable de la soulever. Alors, sauf si tu as une blessure, etc. Et la plupart des patientes me disent, mais non, j'en suis incapable. Et en fait, si elles en sont capables. Et t'as raison, attends que tu dis ça, j'ai mon petit frère, mon beau-frère, Théodore, si tu regardes cette vidéo, bonjour. Cet été, il m'a emmené à la salle avec lui. Il est très, 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 très musclé. Ouais. Vraiment, il ressemble aux jeunes comme ça qui vraiment ont une passion pour l'activité physique.
et une dédication. Enfin, ils sont dédiés. Une prédisposition? Enfin, non, il est dédié. Je voulais dire dédié. Ah, ok. Il est vraiment dédié, quoi. Il fait ses X séances par semaine. Il les fait bien, très etc. investi. Et t'as fait soulever lourd? Il m'a fait soulever des trucs, des squats. Je regardais dans le miroir, je me disais, mais comment c'est possible que mon corps arrive à soulever un truc comme ça? Et par contre, sur les bras, moi, je surestime. Tu vois, je vois 10 kilos, je me dis, je peux d'office... Non, et après, 12 répétitions. Ouais, c'est vrai que sur les bras, c'est plus difficile. Les bras, ils servent à rien. Mais donc, quoi qu'il arrive, donc le renforcement musculaire, c'est intéressant, pas que pour le muscle, mais pour toutes les conséquences métaboliques que ça peut avoir sur les différents systèmes. Ouais. Et plus on a de muscles, en vrai, plus on peut manger. Ouais. Donc pour les femmes aussi qui s'intéressent uniquement à leur apparence, parce que malheureusement, il y en a encore trop, qui se disent, je ne vais pas faire de sport parce que sinon je serais trop musclée. Si tu as plus de muscles, tu brûles plus de calories au repos, donc tu peux manger plus. Et donc tu luttes contre cette accumulation de masse grasse qui est progressive tout au long de la vie. Okay. Donc voilà. Et le muscle est plus dense, donc si tu perds 1 kg de gras mais que tu gagnes 1 kg de muscle, sur la balance, tu auras l'air plus fit. Ouais, là, il y a un vrai gap selon notre composition corporelle entre ce que dit la balance et l'aspect visuel qu'on peut avoir, mais aussi l'effet positif sur la santé, parce que tu viens de l'expliquer qu'un taux de masse grasse trop élevé peut avoir des effets négatifs. Exact. Et à l'inverse, un taux de masse musculaire trop bas ou trop élevé peut avoir un effet positif ou négatif sur notre santé. Ouais. Donc, d'où l'importance de suivre un peu ce qu'on vient de voir et de pratiquer régulièrement. Ouais. Et par rapport à ça, justement, on va partir un peu plus du côté nutrition. Toi, tu t'es donc beaucoup intéressé au microbiome, on va en parler. Déjà, est-ce que tu peux le définir rapidement, qu'est-ce que le microbiome? Ouais. Le définir. Alors, le microbiome intestinal, c'est l'ensemble des bactéries et autres micro-organismes qui vivent dans notre intestin, enfin, le microbiome intestinal dans l'intestin, donc de la bouche jusqu'à l'anus. On a un microbiome dans la salivaire, on a un microbiome tout le long de l'intestin jusqu'à l'anus. Souvent, on étudie beaucoup plus le microbiome fécal, parce qu'il est facile d'accès. C'est pas invasif. Ça coûte pas très cher de le récolter. Et moi, mon doctorat, j'ai étudié le microbiome salivaire, duodénogéginal, juste après l'estomac. C'était un petit peu plus invasif. Merci aux participants qui m'ont donné leur corps. Et le microbiome fécal. Donc voilà, il n'y a pas que le microbiome fécal, juste. Ok. Et donc, à quel point est-ce que c'est intéressant de prendre soin de ce microbiome? Première, je pense qu'on peut le faire en 2 temps. Une fois encore, premièrement sur le côté juste digestif, mais derrière aussi, quels sont les autres aspects de notre santé qui peuvent être impactés par ce microbiome, en dehors de juste notre digestion? Je pense qu'il faudrait prouver qu'il n'y a pas un aspect de notre santé qui n'est pas impacté par le microbiome intestinal. Ok, intéressant. Je pense qu'on n'est pas juste humain, on est des holobiontes, on est un mix de micro-organismes et d'humains. Et je suis convaincue qu'on ne peut pas imaginer à quel point ce microbiome intestinal influence notre santé, peut-être même nos comportements et nos prises de décision. Et en fait, pour illustrer ça, dans le livre, j'ai raconté une petite histoire. Je ne sais pas si tu as lu cet encart sur les souris qui deviennent Alors, je ne l'ai pas lu dans ton livre, mais j'ai un bouquin que j'adore, qui s'appelle Biologie des croyances, et je pense qu'ils en parlent. C'est là où ils transfèrent le microbiome et que le comportement change. Pas celle-là. Vas-y, raconte la tienne alors, et après je raconte la mienne. En gros... Pierre Castor, c'est le moment des histoires. C'est l'histoire d'un petit pathogène qui s'appelle Toxoplasma gondii. Celui qu'on a quand on a la toxoplasmose. Et c'est un pathogène qui, normalement, se reproduit dans le ventre des chats, mais qui peut réussir à faire son chemin jusqu'à des souris. Donc, les souris mangent Toxoplasma gondii. Et chez la souris, cette petite bactérie peut transformer le comportement de la souris qui devient subitement attirée par le chat, peut-être même sexuellement. Oh, je n'avais pas celle-là. Montre que, certaines études disent ça, qu'il y a même un type de arousal, sorry pour ne pas faire l'accent, mais sinon, voilà, c'est plus simple, qui montre que ça pourrait même être de l'ordre sexuel, quoi. Elles sont attirées par l'odeur de chat, elles se jettent dans leur gueule, et donc ça promeut le cycle du survie de la bactérie, puisque ça promeut la bactérie du chat. Alors, on ne peut pas faire ce type d'études chez l'humain. Par contre, les humains qui ont été les humains qui ont été infectés par Toxoplasma gondii ont plus d'accidents de la route. Alors, de nouveau, là, on ne sait pas si c'est... À quoi c'est dû?
si c'est Un hasard. un hasard, comme tu as mangé plus de M&M's et tu as fait un accident. Enfin, alors que toi, tu aurais mangé plus de M&M's jaunes et tu n'as pas fait d'accident, donc M&M's peut donner un accident, mais je trouve que c'est assez intéressant. Mais tu as raison, donc le microbiome intestinal, une manière de savoir, notamment chez l'humain ou chez la souris, donc ce qu'on peut faire, c'est soit on nous étudie et on transplante le microbiome vers des souris, parce qu'entre nous, ça pourrait être dangereux. Imagine, en fait, je souffre d'obésité, tu me donnes ton microbiome et j'espère devenir musclé et mince comme toi. Ouais. En fait, tu souffrais de dépression également. Et du coup, t'es déprimé. Et donc, voilà. Mais les études montrent que tu peux, de cette sorte, en transplantant le microbiome, donc c'est simple, tu prends les selles de quelqu'un et tu les mets chez quelqu'un d'autre ou chez une souris, transplanter l'obésité, la dépression, etc. Donc, des études ont été faites chez des vrais jumeaux, des jumeaux qui ont donc le même facteur génétique, dont ils sont discordants en fonction de l'obésité. L'un souffre d'obésité, l'autre ne souffre pas d'obésité. On transplante les microbiomes, c'était 6 couples de jumelles, dans des souris, dans des cages de souris qui sont bien séparées. Ouais. Je t'expliquerai pourquoi, c'est un peu bizarre. Et donc, les souris qui ont reçu le microbiome des jumelles qui souffraient d'obésité prennent du poids, elles ne mangent pas plus, elles ne font pas plus ou moins l'activité physique, les autres restent minces. Après, on met toutes les souris ensemble, les souris sont coprophages, elles mangent les selles des autres, et on observe que du coup, le phénotype, donc elles changent de poids. Ça harmonise. Donc c'est celles qui étaient minces et qui mangent les selles de celles qui ont pris du poids, prennent du poids. Ultra intéressant. C'est super intéressant. Donc ça montre que sans rien changer, le microbiome intestinal peut avoir un impact sur ta capacité à prendre de la masse grasse. Et moi, l'étude que j'ai vue sur les souris, c'était qu'ils prenaient des souris agressives, ils transféraient leur microbiome à des souris neutres et calmes, et elles développaient un comportement agressif. Agressif, ouais. Et donc, c'est là où ce que tu nous as dit tout à l'heure, il n'y a pas un aspect de notre vie qui n'est pas en lien avec le microbiome, c'est que tu vas me dire, est-ce qu'aujourd'hui on sait pourquoi exactement, mais globalement, le fait de transférer les bactéries qu'on retrouve au niveau de notre système digestif influe sur le comportement psychologique, on l'a vu, mais aussi métabolique des individus. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui on a des pistes scientifiques qui pourraient commencer à expliquer ça, ou alors juste on le constate mais on ne sait pas très bien pourquoi? Non, on le sait. On sait pourquoi? On sait pas tout. Le problème, c'est que le séquençage, l'étude du microbiome intestinal, elle est récente, c'est pas une mode, c'est récent parce que la technologie pour y arriver ont été développées dans les 10-20 dernières années. Donc, je vais faire très simple. Il y a encore plein de choses qu'on doit découvrir. Je vais essayer de pas faire... désolé. Et n'hésite pas à te dire ça c'est sûr, ça c'est mon opinion, etc. Comme ça... Non, mais donc, ce qu'on sait aujourd'hui... Tu peux imaginer que chaque bactérie est comme un super-héros qui a un pouvoir unique. Donc, ces petites bactéries qui vivent dans ton tube digestif, elles ont toutes des fonctions uniques. Et donc, d'où l'importance d'avoir une belle diversité ou richesse du microbiome intestinal. On n'a pas envie d'avoir que des émerics. On a envie d'avoir je te permets des Émeric, des Émilie, des Grégoire, je pense à lui, des Charline, c'est des personnes qu'on connaît en commun. Plein de gens comme ça, et vous tous, et tous ensemble, c'est comme sur la planète, comme pour la forêt amazonienne ou comme la diversité aussi des humains, la diversité promeut l'excellence. Oh, c'est une belle phrase ça. C'est vrai. J'aime bien cette phrase. Je donne beaucoup de conférences sur l'entreprise. Une entreprise m'a demandé un jour de faire une conférence sur le stress vécu par les minorités au travail. Et donc, j'ai fait beaucoup de biblio et j'ai découvert vraiment que la diversité au sein de l'entreprise promeut l'excellence. Plus tu as de diversité, plus ton entreprise... voilà. Tout type d'individu pour une société qui fonctionne. C'est une belle phrase, c'est vrai. De moi. Non. Donc, tu as envie d'avoir plein de diversité. Une explication de pourquoi la diversité est bonne, en plus de ses super pouvoirs, et ça c'est dans un livre de Harry Sokol, j'ai vu qui était, je pense, président, oui, c'était le président de mon jury de thèse. Il a fait une BD qui explique très facilement, je pense qu'un enfant pourrait la comprendre, le microbiome intestinal. On a une plage ici, et on occupe tous la place avec notre belle diversité, sur notre petite serviette. S'il y a des méchants qui arrivent, la plage est prise, il n'y a plus de place. Il n'y a plus d'endroit où mettre ta serviette. Donc, ils doivent partir. Le fait juste d'avoir des bactéries
qui sont bénéfiques pour l'autre, qui sont là en énorme quantité et en belle diversité, fait que la place est prise et ça permet de lutter contre l'arrivée de pathogènes, de bactéries méchantes. Or, quand ta diversité est réduite, tu résistes moins bien contre les autres pathogènes. En plus, toutes ces bactéries, quand elles sont ensemble, elles s'échangent des trucs. Imagine, moi, je suis excellente pour transformer je dis n'importe quoi, cette lampe en micro qui est essentielle pour ma santé. Toi, tu pourrais prendre ce micro et le transformer en je sais pas quoi. Mais donc, diversité importante. Elles sont là pour permettre de lutter contre les pathogènes, mais en plus, les bactéries, elles peuvent agir directement sur ton organisme, notamment parce qu'à partir de l'alimentation, elles peuvent créer des petites molécules que tu ne sais pas synthétiser tout seul et que tu ne retrouves pas non plus dans l'alimentation. Donc, tu as les acides gras à chaîne courte, par exemple, qui sont beaucoup étudiés, comme le butyrate, qu'on a fait sur le système immunitaire. Tu as plein de vitamines, comme les vitamines du groupe B, des vitamines K, qui ont une influence sur notre santé, qui sont essentielles, et sans ces bactéries, on ne les aurait pas. Les bactéries, elles peuvent avoir une influence sur la perméabilité intestinale. Donc l'intestin, il est censé être plus ou moins perméable pour laisser passer des choses ou pas. Et ces bactéries, elles peuvent affecter cette perméabilité. Et quand ton intestin devient plus poreux, tu peux avoir carrément des bactéries, des fragments, donc des petits morceaux de peau de bactéries ou des bactéries entières qui se baladent, qui peuvent même aller jusqu'au cerveau. Et qui peuvent expliquer des maladies qu'on ne comprend pas encore très bien aujourd'hui. Exact. Je pense à du Crohn, je pense à de l'intestin irritable, je pense à toutes ces choses-là. Même la maladie d'Alzheimer. Par aussi, exemple, si vous saignez des gencives, allez consulter. C'est un signe que vous avez une maladie des gencives. Eh bien, quand on saigne des gencives, ça peut être un signe qu'on souffre de problèmes avec nos petites bactéries de la bouche. C'est un signe qui veut dire qu'il y a une inflammation locale, peut-être aussi de bas grade. Tout le corps est en train de combattre. Et on observe que les personnes qui ont des maladies des gencives ont une augmentation du risque de la maladie d'Alzheimer et qu'on peut retrouver des fragments bactériens, voire des bactéries entières chez des personnes mortes, après qu'on récupère, et que ça a une influence sur la maladie d'Alzheimer. Il y a une bactérie en particulier qui s'appelle Porphyromonas gingivalis. J'ai jamais entendu celle-là. Elle, on sait qu'elle a un impact majeur sur, par exemple, le développement de diabète de type 2. Et quand on soigne les maladies des gencives et qu'on permet de réduire la quantité des bactéries, on soigne également, dans une certaine mesure, le diabète de type 2. Donc, voilà. Mais c'est dingue parce que, avec ce que tu nous racontes, en réalité, même si on est les premiers à prôner manger équilibré, manger varié, etc., on va en reparler après sur des conseils un peu plus pratiques. Ce que tu me dis, c'est que n'importe quelle personne qui a un problème de santé, que ce soit psychologique, je sais pas si on dit problème de santé, mais stress, dépression, anxiété, etc., burn-out, que ce soit plutôt mon domaine, tendinite, fracture qui consolide mal, etc., ou que ce soit plutôt une maladie métabolique, gagnerait à changer son alimentation ou en tout cas essayer d'optimiser avec les conseils qu'on va pouvoir donner. De toute manière, tout le monde, oui, s'il optimise son mode de vie, améliorera sa santé aujourd'hui, demain ou... Oui, mais quelqu'un qui connaît un peu moins tout ça pourrait se dire non mais je suis déprimé, c'est pas parce que je vais mettre à manger plus de fruits et légumes que ma dépression va aller mieux. Tu vois. Pourtant, quand on transplante le microbiome de quelqu'un qui souffre de dépression vers des souris, elles peuvent souffrir de dépression sans rien avoir changé. Donc oui, tout le monde pourrait s'intéresser à son microbiome intestinal. Mais c'est dingue parce que je pense que pour beaucoup de personnes, c'est encore très dichotomie. C'est si je veux aller mieux sur ma dépression, il me faut des antidépresseurs ou voir un psy. Si je veux avoir moins de problèmes au ventre, il me faut des inhibiteurs de pompe à protons et voir un gastro, tu vois, etc. Et je pense qu'on sous-estime beaucoup l'impact que ça peut avoir sur les différents facteurs. Tu nous as parlé de variabilité justement qui était importante. Si je dis pas de bêtises, dans ton livre, tu recommandes 30 sources d'aliments, de plantes différentes, c'est bien ça? Ouais. Ça fait beaucoup là, non? 30 aliments d'origine végétale par semaine, ça paraît ambitieux, mais c'est vraiment facile. Et ça, c'est essentiel pour promouvoir la diversité du microbiome intestinal. J'ai choisi ce chiffre parce qu'il y a une étude en particulier qui m'a intéressée. J'aime bien donner des chiffres simples. Donc, on sait que plus tu augmentes la diversité des aliments que tu manges, idéalement des aliments qui ne sont pas transformés et du monde végétal, plus tu nourris le microbiome intestinal. Chaque petite bactérie, elle a envie de manger des choses différentes. Donc, si tu as de la diversité, tu nourris sa diversité. On va dire ça comme ça. Et une étude en particulier a montré, de manière
plus précise que les personnes qui mangent moins de 10 aliments d'origine végétale par semaine ont un microbiome qui est vraiment moins divers, riche, donc moins bon que les personnes qui mangent plus de 30 aliments d'origine végétale par semaine. Okay. Et c'est un signe majeur de bonne santé du microbiome intestinal et c'est associé à une meilleure santé, d'avoir une belle diversité. Juste petite parenthèse, un truc très simple, mais aliments d'origine végétale, donc fruits, légumes, c'est très simple. Noix. Fruits, légumes, noix, les épices. Donc imagine, les épices ce aussi. midi, tu vas prendre un avocat avec du za'atar, tu vas mettre du quinoa, donc oui, légumineuses, céréales, épices, herbes, graines. Ouais. Oui, c'est pas que fruits et légumes. Parce que fruits et légumes, 30, ça peut être costaud. Oui, mais donc quand je on mange de l'avocat avec... avec... qu'est-ce qu'on va manger comme légumes? Avocat, tu peux y mettre... On va avoir un peu de kimchi, en plus qui est fermenté. Des probiotiques. Tu peux y mettre une bonne huile. Une bonne huile, ça fait ça. Ouais. J'ai un mix de graines que j'aurai dans ma cuisine, que j'ai préparé dans ma cuisine exprès pour des salades avec 6 graines différentes, disons lin, chia, tu triches, tu fais plus 6 d'un seul coup, quoi. J'ai un mix de za'atar, donc, qui est une herbe que j'adore, où tu as du thym, plein de petites choses. En fait, en un repas, aujourd'hui, moi, j'ai une diversité de plus 15, tu vois. T'es vraiment une tricheuse. Est-ce que bientôt, tu ne commercialiserais pas ton propre mix de graines? Je devrais avoir un mix. Mais ok, oui, donc pour toi, en effet, ça, c'est un bon outil pour quelqu'un qui veut beaucoup diversifier, mais qui a du mal, c'est de prendre des mix de graines, de mix d'épices, des mix de noix, des mix de graines. Oui, graines et noix, c'est pareil pour moi, c'est pour l'hamster. Tu manges des pâtes tous les soirs. Comment ? Tous les soirs, tu manges des pâtes avec une sauce aux légumes. Eh bien, dis-toi, en plus de ça, je vais m'acheter une conserve. Si t'as pas le temps de cuisiner, t'as l'impression que c'est super compliqué, tu t'achètes une conserve de pois chiches, sans sucre, parce que parfois il y a du sucre, et une conserve de lentilles noires. Tu les rinces bien, et donc dans ta sauce, tu vas rajouter juste un peu de pois chiches, un peu de lentilles. Au début, on va y aller mollo, parce que si des bactéries... La digestion va être compliquée. Si tes bactéries ne sont pas exposées à ce type de nutriments, tu peux te transformer en usine à gaz, littéralement. Moi qui mange ce type d'aliments depuis toujours, franchement, je pense que je peux manger une conserve entière de pois chiches, il ne se passe rien, tu vois. Ouais. Bon, pour l'info, c'est ce qui se passe dans mes intestins. De manière autonome. De penser de manière complètement autonome. De penser, en vrai, j'ai une vie... Ça, c'est, à chaque fois que je vais chez le médecin, on me dit comment se passe votre vie intestinale. Elle est parfaite. Ouais. Il n'y a aucun symptôme désagréable. Bref, j'allais commencer à partir dans... intéressant pour les gens de savoir l'échelle de Bristol et tout, mais je me suis dit que c'était un peu gênant. C'est compliqué. Puis en plus, sur un podcast, les gens regardent peu. On aurait pu mettre une image. C'est pour faire simple, c'est une image qui vous permet de caractériser vos selles en fonction de leur aspect visuel. Bref. Ouais. Pendant mon doctorat... Tu nous fais des beaux caca, on a compris. Non, je voulais pas dire ça. Je me disais que c'est intéressant. Je voulais pas du tout dire ça, vraiment, ça me gêne. Mais c'est intéressant pour les personnes qui veulent savoir si leur alimentation est intéressante. Je suis trop gênée. Allez voir l'échelle de Bristol et regardez dans quelle catégorie vous êtes. Pour savoir si les gens ont une bonne santé digestive, c'est quelque chose d'important. Et pendant mon doctorat, c'était trop gênant. N'envoyez pas de photos, Émilie, sur Instagram, s'il vous plaît. Tous mes patients, je devais leur dire à un moment... Sur cette échelle... C'est de 1 à 5, si je ne dis pas de bêtises. C'est de 1 à 6. 6, pardon. 1 à 7. Où vous situez-vous Et à chaque fois, les gens tergiversent, te racontent des détails, et tu te dis, ok, je note tout, mais... Kiné, c'est un bon métier, hein. On est moins embêtés sur ça. Ouais, parce que j'en ai vu pendant mon doctorat. Bref, un peu de sérieux. Donc, 30 sources végétales, ça c'est hyper intéressant. Évidemment, comme à chaque fois qu'il y a des recommandations, si vous êtes à 2, ne visez pas 30. Mais si déjà vous êtes à 2 et que vous passez à 10, 15, c'est déjà une bonne manière de commencer. Ouais, toujours commencer petit. C'est ça, c'est comme quand on dit marcher 10 000 pas. Si vous êtes déjà à 1005, passez à 2000, à 2005, à 3000, etc. pour viser les 10 000. Là, c'est pareil. Sachez que c'est un objectif santé, mais si vous arrivez juste à augmenter votre nombre de bases, parce qu'on vient de vous donner un indicateur de voilà sur quel levier vous pouvez jouer pour améliorer votre santé, vous serez toujours dans le bon. Ouais, nickel. Exact. Il faut être gentil avec soi-même, bienveillant. Y aller petit à petit, sinon c'est toujours l'échec. Ok. Voilà. Donc on a parlé de cette diversité plutôt végétale. Est-ce qu'il y a d'autres grands conseils qu'on pourrait donner qui sont vraiment optimales pour améliorer notre microbiote? Oui. Alors, de choses à éviter aussi. Je pense que cette diversité de 30 aliments d'origine végétale par semaine permet aussi d'avoir les fibres. Oui. Et c'est trop compliqué pour les gens de se dire il faut 30 grammes de fibres
Ah, ça, c'est une question que j'avais, je l'avais vu en effet. 30 grammes de fibres, donc ça, c'est ce qui est recommandé. Donc, fibres, par contre, c'est plutôt fruits et légumes. Ah non, et légumineuses aussi. Non, fruits, légumes, les aliacées, l'ail, l'oignon, etc. sont très riches en fibres. Tous ces aliments Mais ça fait combien sont riches en fibres. grammes dans ton assiette concrètement? Tu saurais dire ou pas? Ça dépend des C'est aliments. trop varié, ouais. Mais avec une assiette Emily Stenbach, en une assiette, je vais mettre 30 grammes de fibres. Ok. Donc une grosse assiette de légumes, par exemple. Tu pourras ajouter une petite image. Ouais. Ici, dans cette photo, vous avez 30 grammes de fibres en un seul repas qui est facile à manger. Okay. Voilà. Bon, il vaudrait mieux quand même le couper sur une journée, mais si tu veux, je peux te mettre genre ici un petit truc au petit-déj, là un truc au déjeuner, ici au dîner, plus un petit snack là. Ouais. En tout cas, c'est pas si difficile que ça d'atteindre 30 grammes. Non. Juste en justement essayant de viser les... C'est pas difficile, mais la majorité de la population n'y est pas. Or, pour nourrir le microbiome intestinal, donc chaque aspect de la santé, il faut consommer 30 grammes de fibres, c'est recommandé. Si vous avez envie d'avoir un bon transit intestinal, de bien scorer sur l'échelle de Bristol, désolée d'avoir parlé de ça, de réduire le risque de cancer colorectal, il n'y a pas une raison pour laquelle vous ne devriez pas consommer 30 grammes de fibres, sauf si vous souffrez de troubles de la santé intestinale, et que votre médecin vous a dit de suivre un régime sans FODMAP, mais pour la majorité de la population, il faut essayer d'atteindre cet objectif, mais juste y aller très progressivement. Ouais. FODMAP, c'est une catégorie d'aliments qui sont de manière générale plus difficiles à digérer pour notre système. Et il y a des gens chez qui ça se passe bien, mis à part un peu de gaz, mais il y a des gens chez qui vraiment ça peut créer des vrais troubles. Et donc il y a des catégories de patients chez qui on préconise de ne plus prendre ou de limiter fortement ce type d'aliments, où on va retrouver des légumineuses, on va retrouver les oignons, si je dis pas de bêtises, des choses comme ça qui sont plus difficiles à digérer. C'est ça ? Ouais. Ok. Mais c'est pas parce que c'est pas que dans des fruits et légumes que tu retrouves des fibres. Ouais. Tu retrouves des fibres même dans du café un peu. Ok. Donc, et donc ça c'est un peu ce qui est préconisé. Est-ce que tu aurais plutôt des choses à éviter qui, au contraire, peut nuire au microbiote? Je donne l'exemple qui n'a aucun rapport, mais par exemple, je sais que tu me dis si je me trompe, il me semble que les antibiotiques, par exemple, ça peut avoir un effet négatif sur notre microbiome. Non, c'est pas le débat ici, mais d'un point de vue de la nutrition, de l'alimentation, est-ce qu'il y a des choses qui sont à éviter? Parce que au contraire, là, on nous dit comment augmenter notre population, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut faire qui risquent de réduire notre population intestinale? Picoler de trop. Ok, l'alcool, ouais. L'alcool, donc il faut limiter l'alcool. Plein de facteurs, mais du coup aussi pour notre microbiote. Voilà, il faut limiter la consommation d'aliments ultra transformés. Donc, on peut les classer en 4 types, pas du tout transformés. Une pomme. Comment elle s'appelle? Nova. L'échelle Nova, c'est ça? Et le 4, c'est ultra transformé. C'est quelque chose que vous n'aurez jamais pu créer tout seul si vous étiez un homme préhistorique dans la nature. Et même dans votre cuisine, vous n'y arriverez pas. Il faudrait avoir des ingrédients que vous ne retrouveriez jamais dans votre cuisine. Du sirop de glucose fructose, par exemple. T'as pas ça, toi? Moi, non. Ou des techniques qui permettent de créer des textures que vous n'avez pas, avec des machines que vous n'avez pas chez vous. Juste, petite parenthèse, je te coupe sur ça, parce que je sais que tu vas partir encore dans tous les sens. Pardon. La whey, tu le mets dans quelle catégorie? La whey, donc la protéine en poudre, tu saurais dire, c'est Nova combien? À mon avis, c'est du Nova 3, mais pour certaines, ça pourrait être du Nova 4. Nova 4, parce que c'est de la whey tout seul à faire maison, c'est compliqué. Ouais. Du coup, je place que je ne suis pas contre la whey. Non, mais moi non plus. Et moi, je le prends régulièrement. Et dans certaines pratiques, d'ailleurs, j'ai fait 6 mois de recherche sur le sujet sur la prise de whey, enfin de BCAA, d'acide aminé branché, chez les personnes souffrant de sarcopénie. Ok, sarcopénie, donc fonte musculaire liée à l'œuf, pour faire simple. Ouais, tellement importante que les personnes souffraient d'encéphalopathie hépatique. Ah, ça par contre, je te laisse le définir. En gros, tes muscles permettent d'avoir un rôle de détox. Ouais. Comme le foie, les reins. Le muscle aussi est un organe très important. Quand ton muscle fond de trop, pour faire simple, tu peux avoir des déchets qui s'accumulent dans le corps, comme l'ammoniac. Ok, intéressant. Et donc, les personnes qui souffrent de sarcopénie très avancée peuvent avoir des problèmes au foie et avoir un excès d'ammoniac dans le cerveau, tomber dans le coma et en mourir. C'est ouf. Et donc, j'ai fait une recherche sur comment on peut prévenir chez les personnes âgées qui souffrent de sarcopénie, donc c'est très difficile de les mettre au sport. Voilà, ça. Ouais, ok. Et d'ailleurs, dans les recommandations officielles,
population âgée, la recommandation officielle chez une personne sédentaire, chez un adulte, c'est 0,8-0,9 grammes de protéines par poids du corps. Et chez les personnes âgées, on est plutôt entre 1 et 1,1 g de protéines par poids du corps, justement pour essayer de lutter contre cette sarcopénie. Ouais. Donc, on peut prendre de la whey, la protéine en poudre, et donc on est Nova 3, Nova 4, et donc on retourne sur notre échelle de Nova. Si vous prenez de la whey qui n'a pas d'édulcorant. Ou d'autres additifs qui ne sont pas... Il y a des whey, c'est très très rare, mais qui sont de bonne qualité. J'en ai trouvé une, quoi. Vas-y, tu es chez qui? Non, je peux pas dire. Pourquoi, t'as un conflit d'intérêt ou... Bah oui, un scientifique peut pas citer de marque. Ah, ok. Intéressant. Bon, bah, nickel. C'est uniquement pour mes clients. Moi, je vais citer un copain. Si ça vous intéresse, allez voir In Nut We Trust. C'est un ami qui a créé ça, où en gros, ils ont créé une sorte de Nutri-Score, comme une échelle. Mais ils le font beaucoup sur des produits un peu comme ça. Et ils leur donnent une note à tous les produits en fonction de l'impact sur la santé, mais aussi de l'impact écologique, du respect des populations. Donc, par exemple, si pour faire ça, il faut aller délocaliser certains peuples ou utiliser d'autres personnes, ça leur joue la note et ça leur donne une note. Et moi, maintenant, je ne choisis que mes produits comme ça. Donc, allez voir In Nut We Trust. Et vous avez une sorte de nouveau Nutri-Score, mais un peu plus complet et un peu plus généraliste. On ferme cette parenthèse. Donc, on évite les aliments de type 4. Trop transformés. Oui. Parce que ça nuit à notre microbiote. À la santé, au microbiome intestinal. Donc, juste pour te donner un exemple, un collaborateur pendant mon doctorat a vraiment fait des recherches fascinantes là-dessus, le docteur Benoît Chassin. Il montre que les émulsifiants, donc qu'on retrouve dans des aliments ultra transformés, qui donnent ces textures, et qui sont chouettes pour faire des aliments irrésistibles et impérissables, eh bien, quand on les consomme, certains d'entre eux ont la capacité de changer les fonctions des bactéries. Donc, elles peuvent développer une capacité... Donc, les bactéries, elles ont une petite queue qui leur permettent de se mouvoir dans l'espace. Elles bougent beaucoup. Et normalement, ton intestin, il est protégé par une couche de mucus. Et ces bactéries, qui sont dans la lumière de l'intestin, on est comme un donut. Hein. Ouais. Donc, tes bactéries, elles ne sont pas en toi. Si tu regardais, nous, on est une espèce de donut. Les bactéries, elles sont là, elles sont dans le trou. Elles ne sont pas censées venir trop près de la couche délicieuse du donut. Ouais. Et donc, il y a un mucus qui te protège également. Et ces bactéries, elles peuvent développer une capacité, leur petite flagelline devient super puissante, et elles peuvent rentrer dans le mucus et venir ennuyer la paroi du donut, favoriser la perméabilité intestinale, dont on a parlé, et donc plein de troubles de santé, même la prise de poids avant même l'excès calorique. Donc, tu t'abîmes tellement ta santé qu'il se passe des trucs qui fait que tu accumules plus vite du gras, alors que tu n'as même pas changé encore ton apport de calories. Donc, ces aliments ultra transformés sont vraiment délétères. Mais en fait, scientifiquement, c'est très difficile de le dire parce que chez l'humain, il n'y a qu'une étude qui a étudié l'impact d'aliments ultra transformés parce que c'est pas du tout éthique. Ouais. Tu vois, on va pas dire, Émeric, on te met dans... sous une cage pendant un mois et on regarde si tu deviens dépressif. Oui. Ce que tu nous dis, c'est que d'un point de vue scientifique, sur une étude, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est tenez, vous faites ça, tenez, vous faites ça, qui là, du coup, serait moins bon pour votre santé, puis on regarde comment vous évoluez. Oui. Vu que ça n'a pas le droit de nous-mêmes créer l'étude, on ne peut faire que des études observationnelles, qui est bon. On regarde qui fait quoi comme il en a envie et on regarde un peu les conséquences. Ouais. Le problème de faire ça, c'est que c'est beaucoup plus multifactoriel parce qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent et qu'on peut moins dire toi tu fais que ça et toi tu fais que ça. C'est un peu ça le côté négatif. C'est tout à fait ça. Mais chez la souris, on fait ce qu'on veut. Une alimentation ultra transformée. C'est d'ailleurs triste qu'on fasse ça sur des souris, mais une alimentation ultra transformée a des effets vraiment très néfastes sur leur santé, les pauvres. Et chez l'humain, je pense qu'il y a une étude qui est sortie en 2024 de Lane et al. J'espère que c'est la bonne ref, qui a vraiment fait une méta-analyse et une revue systématique de toutes les études qui étudient la conservation entre aliments ultra transformés et santé. Ouais. Et ils ont montré que tu augmentes dépression, troubles du sommeil, anxiété, plein de types de cancers, plein de maladies. Là, j'ai cité celles qui m'intéressent, neurosciences et les métaboliques aussi, mais voilà. Mais ce que tu nous dis, ce qu'on va dire, c'est qu'on constate cette corrélation. Genre, il y a un lien entre les deux. Mais est-ce que les gens qui ne mangent pas ultra transformés font pas aussi moins de sport? Est-ce qu'ils n'ont pas un sommeil de moins bonne qualité? Il y a d'autres phénomènes confondants qui fait qu'on ne peut pas mettre tout sur le dos de cette alimentation-là. Exact. Mais dans ce type d'études, maintenant, on a des techniques statistiques qui permettent de corriger contre ces biais. Et c'est pour ça, avant, je ne sais pas si tu avais déjà entendu cette phrase qui dit un verre d'alcool par jour, ça fait du bien. Bien sûr. Ouais.
Parce qu'il y a des qu'on n'avait pas polyphénols. ces capacités de contrôler pour les facteurs confondants. Or, de nouveau, il y a une étude qui est sortie l'année dernière, qui a repris plein d'études et qui a montré qu'en fait, les gens qui picolent sont souvent plus riches, Ouais. d'un statut socio-économique plus élevé, donc ils ont accès à du bon vin. Ouais. En fait, il y a aussi une étude comme ça qui a montré que les gens qui jouent au tennis sont en bonne santé. Oui, je l'ai vu ça là. Il y avait des classifications genre voilà les meilleurs sports pour être en bonne santé et tu vois tennis numéro 1. Et moi qui suis assez Tennis, bon à analyser golf, les effets bénéfiques d'un sport sur la santé, je me dis ah j'aurais pas parié sur le tennis. Mais en fait, juste que quand j'exagère, mais si tu joues au tennis, c'est que t'es blindé. Si t'es blindé, c'est que t'as plein d'éléments pour que ta qualité de vie soit meilleure. Caricature, évidemment, mais c'était ça le problème. Exact. Et ben, pour l'alcool, c'est pareil. Donc, les personnes qui viennent d'un statut socio-économique plus favorisé ont tendance à picoler plus. Ils ont également beaucoup plus de relations sociales. Tu sors plus, tu as plus d'amis, etc. Donc, tu prends un petit verre. Ils n'ont pas fait attention, mais en fait, si tu souffres déjà d'une maladie et que soit tu ne peux pas boire d'alcool parce que tu es trop mal, soit c'est interdit parce que tu es malade, mais ils mettaient tout dans le même groupe. Donc, évidemment, les personnes étaient déjà malades. Donc, aujourd'hui, on a quand même des techniques statistiques qui permettent de contrôler pour certains facteurs comme ça. Et donc, pour les aliments ultra transformés, quand même dans ces études, ils regardent, peu importe statut socio-économique. Ok, ils arrivent aujourd'hui un peu mieux. Et donc, c'est plus seulement il y a un lien, mais c'est peut-être plus une conséquence. Alors, on peut quand même pas dire ça, parce que pour ça, il faudrait une étude d'intervention randomisée. On garde des pincettes, j'ai compris. Moi, toujours. Ok, donc on évite les aliments ultra transformés, l'alcool, on évite aussi ou pas pour le microbiote? Alors, on sait s'il y a un effet ou pas? On essaie de limiter la consommation d'alcool. Je suis pas du tout quelqu'un qui dit qu'il faut pas faire quelque chose. C'est-à-dire que tu pourrais me voir un jour manger un paquet de chips. Je suis pas dans l'interdiction, donc j'ai pas envie de dire qu'il faut pas boire d'alcool, mais est-ce que dites-vous qu'il n'y a pas une seule quantité d'alcool qui est bénéfique pour la santé. Un verre de vin par jour. Et donc, cette étude montrait qu'un verre de vin par jour ne fait pas que tu es en meilleure santé. Juste, il n'y a peut-être pas trop d'impact. Au-delà de ça, il y avait un impact néfaste. Donc, ne buvez pas plus d'un verre d'alcool par jour si vous êtes une femme, 2 si vous êtes un homme. J'essaie d'être conservatrice. Essayez d'avoir plus de jours d'abstinence que de jours de consommation d'alcool. Et si c'est compliqué, si votre relation est compliquée avec l'alcool, il faut consulter. Une addiction, c'est compliqué à traiter. Est-ce que les modes de cuisson ont un impact? Oui. Donc, quand tu cuis à des températures très élevées, tu crées des petits déchets, des petites molécules toxiques, méchantes, qui ont un impact sur notre santé. Sur le microbiote ou sur la santé? La santé, tout est lié. Donc, je sais pas, j'ai pas regardé si certains composés sont vraiment mauvais pour le microbiome intestinal, mais certainement que oui. Le microbiome est capable de métaboliser autant la nourriture que des médicaments ou des drogues. Donc, pourquoi pas aussi des composés néfastes qu'on retrouverait dans l'alimentation. Et donc là, ce serait quoi? Ce serait éviter les fritures ou il y a même d'autres modes de cuisson au four ou autre qu'il faudrait limiter? Favoriser les cuissons à plutôt basse température, température modérée. Ne pas consommer d'aliments qui ont fumé, qui sont noircis. Par exemple, si tu as un toast et que tu vois le grille-pain qui fume du noir, mais c'est bon. Hein, un toast. Même moi, les oignons bien caramélisés, bien grillés, j'adore ça. Bah alors... C'est des oignons, je suis dans mes 30 sources. Donc, évidemment, il faut essayer de bien cuisiner, que ce soit bon, etc. Mais des petites choses, c'est, par exemple, votre huile, elle ne doit jamais crépiter ou fumer. Ah oui, tu m'avais envoyé un message suite à une story où j'avais fait revenir de l'ail dans l'huile au four. Et j'avais dit, j'espère que c'est pas l'huile d'olive. Oui. Parce que du coup, toutes les huiles ne supportent pas de la température de la même manière. Voilà, donc pour l'assaisonnement, on va favoriser colza, huile d'olive, extra vierge pressée à froid. L'huile d'olive, on peut la faire cuire à une certaine température, modérée. Mais si vous voulez faire de la friture, il faut prendre des huiles. La friture, je ne le recommande pas. Il faudrait consommer moins d'une portion de friture par semaine, idéalement encore moins. Mais si vous voulez faire, je sais pas, un wok de légumes à très haute température, parce que vous voulez que vos légumes soient un peu snackés, mais quand même encore croustillants, on va favoriser coco, ghee, du beurre. C'est plus intéressant d'avoir une huile qui est bien conservée pour la santé que d'avoir de l'huile d'olive carbonisée, quoi. Ok, donc ayez de quoi adapter les huiles que vous utilisez en fonction de est-ce que c'est juste un assaisonnement
ou alors est-ce que je l'utilise comme un mode de cuisson. Et puis, pour tous vos aliments qui sont bons en bon gras, essayez de ne jamais les cuire au-dessus de 180 degrés. Donc, si vous mangez des sardines qui sont riches en acides gras oméga 3, préférez-les sous forme de petits ceviche. Je sais pas si c'est bon un ceviche de sardines, mais... Je t'avoue que moi, sardine, c'est en boîte, point barre. Ouais, en boîte, c'est très Et bien. je les mange comme ça. Les oméga 3 sont très bien conservés, moi aussi. Je vous donne une petite recette. Franchement, c'est l'instant cuisine que j'adore faire, qui marche trop bien. Je mixe une boîte de sardines avec une boîte de maquereau et une boîte de thon. Je mixe tout ça. Ma belle-mère le faisait rajouter une noisette de beurre, ce qui donnait une texture encore plus crémeuse. Moi, je le mets juste comme ça avec un peu de citron. Et ça te fait une petite tartinade avec, du coup, que des poissons gras. Que tu peux manger comme ça ou sur un apéro. Et c'est archi bon. Tout ça qui j'ai fait goûter, on trouvait ça trop bon. Trop bien. Ouais, et du coup, t'as sardines, maquereau et thon. Bah alors, tu peux consommer ta boîte de sardines et harengs autant que tu veux, 2-3 par semaine. Le thon, on limite pour la contamination mercure. Ouais. Donc, pas manger du thon tous les jours, quoi. Ok. Bon, bah, elle a complètement flingué ma recette. Aussi pour l'océan. Voilà. Mais sardines, harengs, maquereau, anchois et truites à consommer 150 à 300 grammes par semaine. Donc, ça correspondrait en termes de sardines, de conserve de sardines à 2 boîtes par semaine. Ouais, ok. 2-3 boîtes par semaine. Et si vous n'en consommez pas, c'est supplémenté en acides gras oméga 3. Ouais. Bah c'est intéressant que tu nous parles de ça, justement. Est-ce que d'un point de vue de la supplémentation, il y a des choses que tu préconiserais? Alors, comme toujours, on va partir sur quelqu'un qui a déjà une alimentation plutôt équilibrée. Ouais. Mais est-ce que, malgré tout, que ce soit pour notre microbiome ou de manière générale, il y a des trucs où tu dis, ça, c'est un peu un indispensable parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un peu tout ce qu'il faut? Si quelqu'un est en bonne santé et qu'il mange bien, a priori, la quantité de compléments alimentaires qu'il doit consommer est vraiment minime. Et si je pense à un complément alimentaire qu'il faudrait sans doute consommer, c'est la vitamine D. Alors, ça doit se faire en ayant fait un bilan sanguin. Ouais. Donc, si tu as une énorme carence en vitamine D, ça ne sert à rien de prendre 200 UI par jour. Si, comme moi, tu as un... UI, c'est les doses que vous retrouverez sur votre flacon. Ouais. Et si tu as un dosage sanguin de vitamine D qui est bon, comme le mien, si tout d'un coup, je me mets à prendre 10 000 UI par jour, il y a des réelles conséquences néfastes sur ma santé. Toi, tu te supplémentes? Oui. Ah oui, ok. Parce qu'il me semblait, pour m'être renseigné, qu'il y a quasiment personne qui, aujourd'hui, sans supplémentation, arrive à avoir la vitamine D suffisante. Alors, donc pendant que j'ai écrit mon livre, après mon doctorat, j'ai voyagé pendant 6 mois au Brésil et au Costa Rica. Pardon, madame. Donc, c'était génial. Je surfais tout le temps. Et du coup, quand je suis revenue, j'avais un taux de vitamine D qui était très bien. Parce que tu étais tout le temps en extérieur au soleil. Voilà. Parce que la vitamine D est synthétisée grâce à l'exposition au soleil. Grâce à l'exposition au soleil. On en retrouve aussi dans les champignons qui ont poussé au soleil, comme nous. Ils sont capables de créer un peu de vitamine D. Donc, manger des champignons, d'ailleurs, 2-3 fois par semaine, est essentiel pour plein d'autres raisons. Les champignons ont des petites molécules qu'on ne retrouve pas dans d'autres aliments, notamment des antioxydants hyper puissants. Donc, consommer des champignons. On les retrouve dans les poissons gras, dans les œufs. Donc, l'alimentation est de source d'un peu de vitamine D. Et un chercheur qui s'appelle Tim Spector préconise vraiment ces 3 portions de champignons qu'on poussait au soleil. Et pour lui, c'est suffisant pour avoir suffisamment de vitamine D. J'ai pas vu d'études qui le montrent. Mais, donc, vitamine D. Et il y aurait autre chose ou globalement... Vraiment que tout le monde devrait prendre. Avec une alimentation équilibrée, parce qu'après, évidemment, tout dépend de ce qu'on va manger. Non, parce qu'après, ce serait pour des situations spécifiques. À la limite, une femme ayant un projet de grossesse est souvent complémentée en vitamine B9, parce qu'on sait que ça permet de réduire le risque de malformation du tube neural. Avant ma grossesse, donc 6 mois avant de... Tu t'es blindé en B9. 6 mois avant de tomber enceinte, j'ai fait un bilan sanguin comme personne ne fait. Ça m'a coûté... la peau des fesses. On dit ça en France ou en Belgique? Ouais, non, on le dit aussi. Même plus vulgaire, mais je vais pas dire, du coup. Ok. Et j'avais envie de vraiment me remettre au point sur plein de choses. Et donc là, je vais faire un retour sur ma personne et pas sur la population. Il faut faire très attention quand on entend quelque chose sur quelqu'un. Mais c'est bien que tu le précises. Ça ne veut rien dire. Donc, ce que j'ai découvert, et je reviens du Costa Rica, c'est que j'avais une grosse carence en iode, alors que j'ai passé 6 mois dans l'eau à boire la tasse. Donc, je me suis renseignée et j'ai vu que c'était une carence qui est quand même fréquente dans la population. Or, on sait qu'une carence en iode affecte très fortement
le développement du cerveau de l'enfant à venir et le QI. Donc là, je me suis dit, ce serait le comble pour une neuroscientifique d'avoir un enfant... dont le développement n'a pas pu être optimal. Exactement. Donc je me suis, dans un premier temps, supplémentée en iode et maintenant, j'ai changé mon alimentation. Donc je consomme des algues, kombu, dulce, etc. Wakame. C'est un peu compliqué parfois de le faire. Donc je choisis des marques qui sont de bonne qualité. Si tu veux, tu pourras les citer toi-même après le podcast. Donc on a vérifié qu'il n'y a pas trop de contamination en métaux lourds. Elles sont bio, elles sont de Bretagne. Et donc ça, j'achète des grosses plaques d'algues, je les mixe dans un mixeur et en fait j'utilise comme du sel. Et franchement c'est bon. Le kombu c'est très bon. Je trouve comme ça. Donc ça, j'avais une carence en iode. Ma vitamine D était top. Et mes oméga 3, à ma grande surprise, n'étaient pas top. Donc je me suis supplémentée en acide gras oméga 3. De nouveau, il faut que ce soit de bonne qualité. Donc il faut vérifier qu'il y a un indice, par exemple Totox ou la certification IFOS, pour vérifier que les graisses ne sont pas oxydées, qu'il n'y ait pas de métaux lourds. Donc ça, j'ai pris vraiment des grosses doses d'oméga 3 pendant 6 mois, 1 gramme par jour. Il faudrait être entre 250 500 milligrammes par jour. Moi, j'étais à 1 gramme parce que j'aime déjà cette petite personne. Et alors aussi, j'étais étonnée de voir, et ça c'est fréquent chez les femmes, que comme je néglige, c'est pas que j'aime pas la viande, je pense pas d'ailleurs qu'il ne faudrait pas en manger, mais j'ai jamais été une viandarde et je me suis rendu compte que mon taux de zinc et de sélénium était peut mieux faire. Donc maintenant, je fais vraiment attention activement à manger 1 fois par semaine de la viande rouge. Pas souvent un boudin noir. Quand je vais au resto, j'arrête de prendre le poisson, mais je vais prendre le steak, si c'est un truc de bonne qualité. En fait, c'est trop bon. Mais ce qui est intéressant, je pense, en tout cas dans ce que tu racontes, c'est surtout pour les gens, ce côté où ces modifications que tu as mis en place, tu les as surtout mis en place après une prise de sang. Donc globalement, en effet, c'est intéressant de prendre soin de votre santé. Tu vois. Et si vous avez envie de vous supplémenter, ça peut être intéressant de d'abord faire une prise de sang avant de se dire j'ai vu tel réel Instagram qui disait que tout le monde devait prendre absolument de la B12 et donc je prends de la B12. Quoi. Mais du coup, les femmes bouffaient de la viande. Ne pensez pas que c'est juste pour les mecs. C'est comme pour le muscle. Essayez d'ajouter des algues à l'alimentation et vraiment faire attention aux acides gras oméga 3. La vitamine D, on essaye de faire un bilan sanguin. Mais tout le reste... En fait, pour tout, c'est ça, on ne prend pas sans bilan sanguin. Plus de nutriments n'est pas un synonyme de mieux, et souvent c'est pire. Ça peut avoir un effet négatif d'être en excès. Même si c'est difficile. J'ai un dernier petit point, et après on se fera un peu la journée type pour conclure cet épisode d'une journée un peu parfaite. Mais par rapport au microbiote, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur les probiotiques ? Si je dis pas de bêtises, moi de ma vision, les probiotiques, ce serait une sorte de nourriture pour notre microbiote, pour lui permettre de bien se développer, etc. À quel point est-ce que c'est efficace ? Est-ce que tout le monde devrait en prendre une fois encore ? Est-ce que c'est un truc à doser ? Est-ce que c'est que quand je me sens pas bien ? C'est quoi ton opinion là-dessus ou qu'est-ce que dit la science ? Donc, les probiotiques qu'on retrouverait dans l'alimentation. Donc, manger des probiotiques, c'est manger des bactéries vivantes qui sont. Et le terme probiotique, c'est des bactéries qui sont vivantes et qui seraient censées avoir un effet positif sur la santé. Ah, donc j'ai dit une bêtise. Moi, donc j'ai parlé des prébiotiques. Ah, t'as dit prébiotiques ? Non. Moi, j'ai dit que les probiotiques, c'était de la nourriture pour notre microbiote. Non. Et les prébiotiques, c'est de la nourriture pour le microbiome. C'est ça, donc je me suis trompé. Et moi, je parlais des probiotiques, donc qui serait que de directement ingérer les bactéries. Donc, prébiotiques, c'est la nourriture pour le microbiome, les fibres, polyphénols, par exemple, et les probiotiques. Les probiotiques, c'est des micro-organismes vivants qui sont supposés avoir des effets sur l'autre. Donc ma question était pour les probiotiques. Pour les probiotiques, s'ils sont naturellement contenus dans l'alimentation, oui, on y va. Et là, des études montrent que même prendre 6 portions par jour de probiotiques, donc d'aliments qui sont riches en bactéries, bénéficie à la santé du microbiome et par exemple permet de réduire l'inflammation, des marqueurs de l'inflammation. Mais attends, j'ai pas compris, tu dis si quelqu'un a déjà une bonne alimentation, ok pour prendre des probiotiques ? Dans l'alimentation, donc kimchi, kombucha, kéfir, yaourt, de la choucroute, du miso, des choses comme ça. Donc ça, c'est que des trucs fermentés, j'ai l'impression. C'est des trucs fermentés. Donc manger des trucs fermentés, c'est ingérer du microbiote, pour faire très simple. Ouais, on peut dire ça comme ça. Des microbiomes, des micro-organismes. Ouais, microbiomes, pardon. Donc ça, essayez d'en manger tous les jours, vraiment. Par contre, pour des pilules sous forme de probiotiques, jamais sans l'avis d'un médecin. Et pas n'importe quel médecin, un gastro-entérologue. Parce que c'est un peu un sujet niche. Et donc parce que c'est un sujet niche.
et il y a des risques. Alors, quand il y a une mode, il y a énormément aussi... Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de vices. Donc, ces produits, les compléments alimentaires, les marges faites sur les compléments alimentaires, comme les aliments ultra transformés, sont colossales. Donc, on peut faire un marketing énorme, dingue, ouais. nous prendre énormément de temps de cerveau disponible en demandant à tous les influenceurs de partager des codes promo, voilà. La plupart des probiotiques présents sur le marché, c'est de la merde. Okay. C'est du bullshit. Au sens propre ou figuré? Du coup, je sais pas. Et puis aussi, il faut être un peu critique. La petite copine qu'on va manger à haute dose, est-ce qu'elle va survivre toute seule? Donc quand tu parles des petites copines, tu parles du microbiote. Ouais, la petite bactérie qu'on va prendre à haute dose, est-ce qu'elle va survivre toute seule? Est-ce qu'elle va s'implanter? Ou est-ce qu'il faudrait avoir un symbiotique avec plein de petites copines pour être sûr que, tu vois, plutôt j'ai expliqué, il faut une lampe pour créer un micro, je sais pas quoi. Est-ce que ta petite bactérie qu'on va apporter comme ça toute seule, elle va être la bonne. Voilà. Est-ce que c'est la bonne pour toi? Et c'est presque aussi con que de se dire que tu as la forêt amazonienne, immense, extrêmement complexe, et tu vas aller mettre un petit sapin dedans parce que tu te dis, ça pourrait être chouette. Est-ce qu'il va s'implanter? Est-ce que ça va avoir un impact? Je comprends. Donc, essayer de ne pas dépenser de l'argent pour des trucs qui vont peut-être pas marcher. Est-ce que la qualité du produit est bonne? Est-ce qu'elle a été bien conservée? Est-ce que vraiment ça va survivre à l'acide gastrique? Ouais. Donc sûrement surcoté, et si à faire sous couvert d'un médecin et sur des marques de qualité. Ouais, avec un médecin qui a choisi quelque chose qui correspond à votre situation. Souvent, d'ailleurs, les probiotiques qu'on retrouve sur le marché, c'est pour des allégations de santé qui sont absolument débiles. C'est-à-dire avoir le glow. Parce que vraiment, il y a un chercheur dans un laboratoire qui a étudié si Lactobacillus gasseri permettait d'avoir le glow. C'est quoi avoir le glow? Je l'ai pas... Oh, c'est moi. C'est genre quand... C'est un beau teint, c'est ça? Un beau teint. Et je pense que tu as ta peau tellement hydratée que genre ça brille un peu. Ou je sais pas quoi. Ok, je vois. Comme toi. Ok, intéressant. Cool, merci beaucoup. On se fait une petite journée type? Ouais, je peux prendre. Tu peux tricher, regardez, parce qu'on on sait à quel point ça te tient à cœur là-dessus. Donc, non, mais j'aurais pu prendre plein d'autres temps, mais là, j'ai pris vraiment ceux que j'aimais bien. Ouais, ok, je fais hyper court. Ouais, voilà, nickel. Sur vraiment, vas-y, je me réveille, qu'est-ce que je dois faire vraiment d'un point de vue optimal jusqu'à ce que je me couche. Ok. Moi, ma journée parfaite. Donc, je me réveille tous les jours à la même heure. C'est super important pour avoir une horloge biologique et bien synchronisée. Je me réveille, je suis de pleine humeur, pleine santé, pleine vitalité. Super important. Ensuite, je me brosse toujours les dents. Ouais. Je fais très attention à ma santé bucco-dentaire, puisqu'on a vu que ça pouvait avoir un impact même sur le cerveau. Souvent, j'aime bien soit faire du journaling, je note des pensées positives pour entraîner mon cerveau à se focaliser sur les choses chouettes. Ouais. J'aime bien méditer. Je ne me le fais pas tous les jours, je ne suis pas une vieille névrosée de ma santé. J'aime bien aussi faire du sport, la première chose après l'éveil, parce que ça me donne un énorme accomplissement, un sentiment de succès. Et que je sais que si je procrastine, plus tard dans la journée, je me dis en fait, j'ai plus le temps. Ouais, je fais pareil. Voilà. Après, je prends ma douche froide, j'adore. Je commence en fait avec une douche chaude, parce que je suis comme une douillette. Je commence avec mes pieds, j'y viens un peu, une poignée d'amour, l'autre, un bras. Voilà. Pour l'instant, je fais plus le ventre en me disant, mon pauvre bébé, il va être frigorifié. Voilà. Alors, ça, je dirais, c'est les choses que je fais. Mon thé et mon café, je bois pas tous les jours du thé ou du café. Enfin, du thé vert, j'en prends presque tous les jours. Du café, pas toujours. Plus depuis que je suis enceinte, mais avant, j'essaie de varier décaféiné, chicorée, cacao cru, des choses comme ça. Parce que j'aime bien utiliser le café et être sûr qu'il fasse le maximum d'effet quand j'en ai vraiment besoin. Pour éviter l'accoutumance. Pour éviter, oui, un effet de tolérance. Où j'aurais besoin de beaucoup plus, pas spécialement d'accoutumance, mais où j'en aurais besoin de beaucoup plus pour moins d'effet. Et je ne bois jamais de café après 14 heures. Mon premier repas avant d'être enceinte, je le prenais genre vers 11-12 heures au laboratoire, mais maintenant je prends un petit déjeuner. Et mon premier repas est toujours extrêmement protéiné. Je consomme entre 25 à 35 grammes de protéines au petit déjeuner. Je fais un effort à faire cela. C'est essentiel. Et d'ailleurs, à ce point-là du protocole, j'ai donné plein de conseils pour l'alimentation, avec le déjeuner notamment, où j'ai ces 30 aliments d'origine végétale différentes par semaine. Chaque assiette est complète à moitié de légumes, divers et variés, avec plein de types de cuisson. Je fais attention d'avoir mes acides gras oméga 3 chaque semaine. Il y a plein de petits aliments que j'ai listés. Voilà. Alors, dans l'après-midi, si j'ai un petit conseil, c'est que si vous avez des coups de pompe ou des fringales,
aller voir le point 7 du protocole, ce serait trop long de le faire. Mais en gros, en hiver, enfin de le faire ici, en hiver, j'anticipe mes compulsions alimentaires avec un petit goûter Ce que je disais qui est en début de légèrement plus podcast. glucidique que protéiné pour favoriser la libération de sérotonine et donc réduire mes compulsions alimentaires afin d'éviter de... Je préfère prendre un petit goûter qui est un peu bon, comme un petit porridge, un fruit et un carré de chocolat noir, et qui nourrit réellement ma santé, plutôt que d'attendre et de me bouffer un paquet de... Ne luttez pas sucreries. contre votre envie de goûter, mais plutôt écoutez-la en vous préparant quelque chose de qualité, Voilà. parce que de toute façon, vous allez finir par craquer, et par contre, le jour où vous allez craquer, vous allez faire un carnage. Donc en fait, Exact. acceptez-le, mais faites-le bien. Exact. Et si j'ai très faim, je mange vraiment presque un repas au goûter. Ouais. Même si j'avais déjà mangé un déjeuner et un petit déjeuner, parfois en hiver, c'est comme ça pour moi. Et tout va bien, en tout cas. Alors, j'ai un point qui est nourrissez-vous intellectuellement, socialement et émotionnellement. Je pense qu'on n'en parle pas assez, que les enfants de nos jours passent plus de temps devant les écrans que ce qu'on peut imaginer. Ils sont assis autant qu'en détenus de prison et que beaucoup de gens sont très isolés. Donc, avant le dîner ou à l'heure du dîner, essayer de voir des Prendre gens, un moment parler, dans la journée sociale. sociable, être là pour les autres, c'est important. Ou vous nourrir intellectuellement, apprendre à jouer aux échecs, lire un livre qui est compliqué pour vous, parler à la personne qui est à côté de vous dans le métro. L'exercice social est peut-être l'exercice le plus prestigieux pour le cerveau. C'est très compliqué d'être en interaction avec l'autre. C'est une gym, quoi. Et puis, j'ai mis un dîner principalement végétarien pour avoir un taux de protéines qui n'est pas trop élevé par rapport au taux de glucides, pour favoriser l'endormissement. Je mange 2 à 3 heures avant d'aller dormir. Vraiment, ne mangez jamais dans l'heure qui précède l'endormissement. Et puis, je me couche tous les jours à la même heure et j'ai mis toute une routine de gestion du stress et de sommeil. Donc, en gros, si tous les soirs j'ai une petite routine qui me calme et qui m'apaise, je vais conditionner mon cerveau à mieux dormir. Donc, c'est important de développer la routine qui nous plaît. Et s'il y a des conseils généraux à donner, c'est tamiser la lumière, réduire le spectre, l'intensité lumineuse, avoir des spectres plus chauds, diminuer la température corporelle en étant dans un endroit qui est plutôt frais, éviter l'activité physique tard le soir, dormir tous les jours à la même heure. Et si on fait une insomnie, sortir de son lit. Trop cool. C'est cool parce qu'on voit bien les différents piliers, physique, nutrition, un peu développement personnel sur le matin, etc., avec ce côté aspect positif, le côté social, la qualité du sommeil. Enfin, ouais, c'est assez complet. Donc, c'est cool. Évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, ne vous fixez pas tout une première fois. C'est déjà bien si vous prenez certains points. Certains vont être plus sensibles à la nutrition, d'autres plus à l'activité physique, d'autres plus à la routine du soir. Mais en tout cas, vous aurez comme ça plein de super outils. Merci beaucoup, Émilie. Est-ce qu'il y a un dernier point qu'on n'aurait pas abordé ou sur lequel tu voudrais insister pour conclure ce super épisode? Mais même en faisant la journée, là, il y a plein de points dans le livre en plus. Donc, la première chose, j'adore, j'ai l'impression d'être une commerciale, trouvez ce livre en librairie, regardez comme il est magnifique. En vrai, il est beau. Il est très beau. Est-ce que tu trouves que pour un homme, il est trop rose? Non, mais j'ai l'impression que ce rose te dérange. Tu m'as déjà parlé de ce rose. Moi, je le trouve très bien. En tout cas, pour moi, ce serait pas un frein à l'achat. Ok, parfait. Écoute, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en apprendre plus sur tout ça? Donc, sur Instagram, c'est The Brain Gut Scientist pour le scientifique du cerveau et de l'intestin. Et là, vous trouverez tous les liens. J'ai aussi un site internet qui s'appelle Feed Your Brain. Où vous retrouvez mon activité professionnelle. Et puis sur PubMed aussi, si vous avez envie de vous faire chier à lire des articles. De toute façon, je mettrai évidemment tous les liens dans la description. Merci beaucoup, Émilie. J'espère que ce petit épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, pensez à mettre un énorme pouce bleu. Si vous avez des questions sur tout ça, vous nous le mettez dans les commentaires. Et si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne, bienvenue. Je suis M. Kiné et ostéopathe du sport. Donc pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Merci, Émilie. Merci beaucoup. Ciao.